Imaginez une femme, directrice marketing le jour et romancière la nuit. Dans le plus grand secret, elle va écrire son premier roman, sans plan de carrière, sans maison d'édition, sans réseau littéraire, juste elle et son ordinateur. Et l'intuition profonde qu'elle a quelque chose de fort à raconter. Ce roman, elle l'auto-édite toute seule sur Internet. Et contre toute attente, ça explose des centaines de milliers de lecteurs sans marketing. Une success story fulgurante sans l'aval du milieu littéraire. Aujourd'hui, Aurélie Vallogne est l'une des romancières les plus lues en France et pourtant, elle continue d'avancer sans chercher l'approbation des critiques littéraires. Un roman par an, tous les ans, un best-seller à chaque fois, avec méthode, avec foi et une forme d'indépendance d'esprit qui force l'admiration. Dans cet épisode, on a parlé de ses rituels d'écriture, de la solitude du début, de ce qu'elle avait envie de partager, de ce moment où elle a osé tout quitter, mais aussi de la discipline derrière le succès, des doutes qui subsistent et de cette envie farouche de rester libre envers et contre tout. Si vous êtes en quête d'élan, d'audace ou simplement curieux de comprendre ce qui se cache derrière une réussite hors norme, eh bien je crois que vous êtes au bon endroit. Avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous partager un sujet qui est un petit peu étonnant. J'ai réalisé ces derniers temps que vous êtes plus de 70% qui écoutent ou qui voient mon podcast, ces interviews et qui ne sont pas abonnés. C'est assez fou et c'est tellement dommage, je trouve, que j'ai vraiment envie de vous inciter à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast de votre choix, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence et qui m'aide à diffuser davantage le podcast, à lui donner de la visibilité. Donc vraiment, si vous pouvez me faire ce petit plaisir, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire, de vous abonner tout simplement. Allez, trêve de bavardage, je n'en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Aurélie Vallogne. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline2025. Hello Aurélie, bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline, merci de m'inviter, je suis ravie. Écoute, c'est un honneur et puis je suis très contente parce que tu sais, je suis passionnée de littérature et tu as un peu la vie que j'aurais rêvé d'avoir pour tout te dire, puisque je n'ai jamais osé franchir le cap d'écrire ce que tu as fait. Donc on va parler de ce moment assez rapidement, puisque j'ai toujours rêvé d'écrire un livre, mais tu vois, tu es un peu mon mentor en la matière, tu as osé passer de l'autre côté du miroir. Et donc justement, ma première question, c'est, tu as commencé ta carrière dans le marketing, si je me trompe pas. Est-ce que tu te rappelles du moment précis où tu t'es dit c'est pas ça et justement j'ai envie d'autre chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que tu t'es lancée dans l'écriture? Oui, tout a commencé par un mensonge. Moi, je ne mens absolument jamais, vraiment, je suis la plus honnête du monde. Et en fait, une fois j'ai menti et c'était exactement pour en fait certainement dire quelque chose que je sentais être très vrai au fond de moi. En fait, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai fait une carrière marketing, j'ai fait des études école de commerce, j'ai bossé chez Procter & Gamble, ensuite chez Mars, donc un très beau parcours à l'international et à bouger dans plein de pays, Genève, etc. Et mon mari, qui a fait la même école que moi et qui avait 1 an d'avance par rapport à moi, était muté avant moi. Et donc, j'ai dû démissionner pour le suivre. Je suis arrivée en Italie, à Milan, sans parler la langue. Et j'ai mis mon fils, qui avait à peine 1 an, à la crèche. Et la première chose que j'ai faite, j'ai été m'inscrire à l'Institut français.
Et donc, j'étais dans un moment de ma vie plutôt post-baby blues, grosse déprime d'avoir dû démissionner au moment où j'allais avoir la promotion que j'attendais depuis des années. Je connaissais personne et vraiment gros doute. Tu parlais pas italien? Je parlais pas italien, donc gros doute dans ma vie à ce moment-là. Et donc, je vais à l'Institut français, je m'inscris, on me demande mon nom et mon prénom, donc je dis Valogne, Aurélie. Et là, elle me demande mon métier. Et à ce moment-là, j'ai un gros moment de bug, mais énorme. C'est-à-dire que je veux pas dire mère au foyer, je veux pas dire chômeuse, je veux pas dire marketing parce que je suis pas encore sûre que je vais le refaire et que je vais continuer. Et là, je la regarde droit dans les yeux et je lui dis écrivain. Et là, je la vois, elle prend mon petit crayon, elle note et je me dis mais donc c'est crédible. Et en fait, à ce moment-là, je suis devenue toute rouge, vraiment parce que je savais que je mentais, que j'avais jamais écrit une ligne de ma vie, j'avais jamais même fait de concours de nouvelles, rien du tout. Et je la vois noter et je me dis, alors maintenant ma cocotte, maintenant que tu l'as dit, t'as intérêt à le faire. Et donc en fait, les 6 mois qui ont suivi, j'avais des cours d'italien tous les jours de 14h à 16h. J'ai foutu mon fils à la crèche et tous les jours de 8h30 jusqu'à 13h59, j'ai écrit en secret sur mon roman, qui était mon rêve de petite fille. Je l'ai dit à personne, ni à mon mari, ni à ma meilleure amie. Même à ton mari, tu l'as pas dit? Rien. Il me dit, t'as fait quoi aujourd'hui? Ah, c'est incroyable. Non, parce qu'en fait, j'avais pas envie de me mettre une pression supplémentaire. Déjà, quand tu te dis toute la journée, mais qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu te prends? Genre, t'es Victor Hugo. Ça serait ma fille si t'avais le moindre talent. Et en fait, je me suis juste dit, je suis à une période de ma vie où ça va pas. J'étais en train de perdre une cousine d'un cancer du sein. Et je faisais un cauchemar récurrent qui était ma tombe. Et je voyais marqué Aurélie Valogne, écrivain. Et je me dis, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant que tu as la chance unique dans une vie d'avoir 6 mois devant toi avant de retrouver un travail. Tu vas le retrouver parce que c'est clairement, je sais que j'aurais pas pu être mère au foyer. J'ai besoin d'interaction, d'émulation, de travailler, de mettre mon cerveau en ébullition tout le temps. Et je me suis dit, mais vraiment, c'est maintenant, c'est unique, c'est maintenant. Et donc, je me suis forcée, je me suis dit, bah voilà, il existe des vidéos sur YouTube pour trouver 2-3 inspirations. Je tombe sur une vidéo atelier d'écriture de Bernard Werber. Je le suis pas à pas où il dit, première question, pourquoi vous écrivez? C'est pour faire votre thérapie. Arrêtez tout de suite, épargnez-nous ça. Je fais, effectivement. C'est pas vrai. Donc, je me Bravo, pose Bernard. et je réfléchis. Et ensuite, le deuxième point, j'avais trouvé une autre vidéo qui était un peu nulle, mais qui disait comment écrire un roman en 100 jours. Et genre, première semaine, faire ci, deuxième semaine, faire ça. Et je me suis dit, OK, j'ai le cadre, il y a ce que je vais écrire et comment je vais l'écrire. Et clairement, bah, ça a été, j'ai fait comme ça. Et au bout de 4 mois, j'avais fini. Et je me suis dit, en fait, je me vois tout détricoter, je vais abandonner parce que ça fait flipper quand on touche le bout et on se dit, ouais, mais en fait, c'est peut-être nul. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai dit à mon mari, je suis en train d'écrire, dans 1 mois, je te fais lire. Et comme ça, je me suis pas laissé le choix. Et 1 mois plus tard, il lisait, ma meilleure amie aussi. Et il me disait, ah, c'est super, c'est génial. Et je me suis dit, mais quelle bande de menteurs! C'est obligé, ils sont obligés de me mentir parce que je vais pas bien, parce que j'ai plus d'amis, rien ne va en ce moment dans ma vie. Donc, je leur tends mon rêve le plus intime. Ils peuvent pas me dire, c'est de la merde. Enfin, vraiment, ils peuvent dire que, oui, c'est pas mal, il y a des qualités. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je peux pas leur faire confiance. Il faut absolument que j'obtienne l'avis de lecteurs neutres. Et donc, c'est en cherchant sur Internet que je suis tombée sur l'auto-édition. J'ai mis mon petit document Word, j'ai mis un titre qui était le pauvre titre que j'ai trouvé mémé dans les orties. J'ai bidouillé ma couverture sur Paint avec du Vichy que j'ai piqué sur Google Images et j'ai écrit mémé dans les orties. Et ensuite, il y avait un bouton marqué publier en bas de la page. Et j'ai cliqué dessus et mon destin a changé le 13 juillet 2014. Et voilà. Mais c'était pas du courage, c'était de l'inconscience. Non, mais c'était quand même une sacrée, mon père dit tout le temps, avoir de la suite dans les idées. Ce que je trouve vraiment remarquable, en fait, c'est que tu l'as fait, enfin, le nombre de personnes, et je suis la première comme ça, qui rêvent d'écrire un jour un livre et qui ne le font jamais, et qui se plaignent, et qui se trouvent plein d'excuses, etc. Et toi, tu l'as fait, t'as mis, en fait, j'ai l'impression que t'as éteint ton cerveau et tu t'es dit, ok, je fonce, j'y vais, et peu importe des qu'en dira-t-on, quoi, finalement. Oui, parce qu'en plus, quand j'ai écrit ce texte, enfin, vraiment, c'était un texte que j'ai écrit pour me faire du bien. J'allais pas très bien et je me suis dit, je ne trouve pas d'histoire drôle, pleine de solidarité, je sais pas où trouver ce genre de livre. Donc en fait, je vais l'écrire et je vais m'amuser et je vais être comme une gamine, mais vraiment une gamine qui reprend son rêve de petite fille et qui se fait marrer toute seule, qui fait tout ce qui est interdit d'être fait. Mais jamais dans ma vie, j'avais imaginé que
que j'allais vraiment le publier. C'est-à-dire que potentiellement, moi, je suis très ambitieuse, donc j'avais plein de rêves. Et donc, quand j'étais petite, je voulais écrire un roman, je voulais être chanteuse, donc faire un EP, je voulais monter sur scène. Peut-être plus tard, voilà, on sait exactement. pas. Moi, j'ai déjà fait mon EP. Donc vraiment, j'avais une succession de rêves, et pour moi, j'allais écrire un roman. J'ai écrit mon roman. Et si un jour quelqu'un m'avait embêté dans une soirée en disant « Oui, mais toi, tes rêves, t'es pas allé au bout », je fais « Pardon ». Totem d'immunité, je te montre mon manuscrit, il est écrit. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas envoyé à des éditeurs. Oui, c'est vrai, mais je l'ai écrit. Je suis allée au bout de ce projet-là. Et mon ambition n'était pas d'être publiée, mais d'écrire. Tu vois, de garder la main aussi de... Ça me faisait trop peur de l'envoyer à des éditeurs. Je savais que, en gros, ils jugent un livre sur les 30 premières pages, voire sur la première page. Ils jugent le style, l'histoire. Et en fait, j'allais me faire dézinguer. Il n'y a pas de... Si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est un style fluide où tu racontes une histoire, tu es porté par chaque mot est à sa place. L'idée n'est pas d'impressionner par tous les mots que je connais, et je les connais, mais plus de faire en sorte que le lecteur plonge dedans et ne peut pas s'arrêter. Et à chaque fin de chapitre, c'est quoi la suite ? Donc c'est sûr que quand j'ai écrit la première fois, je me suis fait plaisir et je savais que ça rentrait pas dans les cases et que c'était à aucun moment je pouvais envoyer mon texte à Gallimard. Tu penses avec le recul que ça aurait été une erreur de l'envoyer à des éditeurs, que ça aurait pas fonctionné de la même manière ? Alors je te dis les dessous, les coulisses. Donc moi j'ai pas osé l'envoyer à des éditeurs au tout début, donc quand je me suis auto-éditée en juillet, le 13 juillet 2014. Mais il se trouve que très rapidement mon roman est sorti de ce site d'auto-édition, mais avec un avis 5 étoiles. Je me souviens encore, elle s'appelait Sylvie Fureur, je la connaissais pas, j'ai cru que ce serait une amie de ma mère, enfin vraiment, et elle dit un livre incroyable. Puis après, il y a un deuxième avis 5 étoiles et encore un autre. Et en fait, mon roman est propulsé à la tête de cette plateforme, qui n'est pas une petite plateforme, hein, c'est KDP, donc c'est à côté de moi, il y a des Modiano, enfin tout est mélangé, et vraiment, je suis numéro 1 et je reste numéro 1 6 mois. Et donc, au bout d'un mois, en plus, j'ai repris un travail à ce moment-là, je vois le matin en me levant qu'il y en a encore 30 ventes dans la nuit, enfin ça devient fou, hein. J'en ai vendu 24 000 toute seule en quelques mois, enfin c'est assez fou. C'est fou. À ce moment-là, je commence à me dire, bon, peut-être que je peux être rassurée que mon livre, il y a une valeur. Et donc, je l'ai imprimé, j'étais en Italie, donc à Milan, et je l'ai fait parvenir à 4 maisons d'édition à Paris. Et donc, pour être tout à fait honnête, je m'en souviens de 3, et la 4e, je ne suis pas sûre. Mais comme ça coûtait 40 € le pli, je peux dire que j'ai été très sélective. Donc, je me suis dit, il ne faut pas envoyer à n'importe qui. Il faut envoyer à ceux qui font déjà plus ou moins ce que toi, tu fais. Donc, je m'étais dit, bon, je pense à Anna Gavalda, Ensemble c'est tout, donc j'envoie aux dilettantes. Je pense à Catherine Pancol, qui à l'époque faisait des comédies, donc j'envoie à Albin Michel. Je pense aussi à Muriel Barbery, donc j'envoie quand même à Gallimard, tu vois, la fille qui a un melon de fou. Ah oui, et le 4e, je m'en souviens maintenant, je l'ai envoyé à Robert Laffont. Je me suis dit, bon, je crois qu'ils ont des blockbusters, etc., peut-être qu'ils seront intéressés. Donc j'envoie aux 4, et je peux te dire que sur les 4, j'ai reçu une lettre de refus type Robert Laffont. Genre, nous avons mesuré, machin, mais au bout de 3 mois. Hein. Ensuite, j'ai reçu jamais de réponse de Gallimard, aucune, jamais. J'ai reçu une lettre de refus du dilettante en disant que le texte avait des qualités, etc. Mais en gros, c'était pas pour eux. Et j'ai reçu un coup de fil d'Albin Michel, qui était hyper intéressé par mon texte. Et le coup de fil, je l'ai reçu la même semaine qu'un message sur Facebook par Michel Laffont. Et donc, les hasards de la vie font que mon roman trouve 2 éditeurs la même semaine et que ça me met en position de force de pouvoir commencer à discuter, négocier et de voir qui a vraiment envie de me soutenir. Et donc, voilà. Et donc, finalement, tu vois, le Albin Michel était quand même intéressé. Mais je suis partie avec Michel Laffont, qui m'a beaucoup plus rassurée sur leur capacité à transformer un auteur auto-édité en succès de librairie, ce qu'ils avaient déjà fait avec Agnès Martin-Lugan, alors que Albin Michel découvrait absolument tout, me posait des questions hallucinantes qui étaient « mais si vous en avez vendu que 24 000 toute seule, qu'est-ce qui prouve qu'il en reste à vendre ?» Et là, je me dis « mais attends, ils ont accès à toutes les librairies du monde, je devrais en vendre 1 million », enfin tu vois, et en fait... Je le dis même pas, mais je le pense à voix haute. Et aujourd'hui, il s'est vendu à plus d'1 million. Donc, j'avais raison. Ouais. Et vraiment, j'ai pas senti l'affinité. En plus, l'éditrice en face me disait
oui, de toute façon, ce texte-là, il y a tout à reprendre, c'est même pas sûr que ça passe le comité de lecture, on n'y est pas du tout sur le texte. Donc une vraie stratégie, après coup, je me suis dit que c'était une stratégie, mais je sais pas si c'est le cas, de dénigrement, de vous devriez dire merci, alors qu'en face, il y avait un enthousiasme fou de la part de Michel Lafon, ils voulaient rien retoucher du texte, ils étaient tellement heureux. Donc vraiment, ça a été pas un choix, tu sais, de, comment dire, quand tu connais un peu le milieu littéraire après coup, tu découvres qu'il y a des maisons d'édition qui sont plus appréciées que d'autres, qui ont plus la cote que d'autres qui sont un peu plus dénigrées parce que trop populaires. Et ben bizarrement, mon roman très populaire a trouvé sa maison populaire et ça a ouvert après avec le livre de poche qui a fait une offre tout de suite, mais une énorme offre qui m'a choisi dans le prix des sélections du prix des lecteurs et derrière ça a cartonné et c'est en poche que ça s'est vendu à 1 million. Donc finalement, tu vois, avec le recul, je l'ai envoyé des éditeurs aussi, j'ai eu le non. Si j'avais pas envoyé à Albin Michel, j'aurais eu que des noms ou pas de réponse. Et j'aurais pu croire que ce roman n'avait aucune valeur, que moi j'avais aucun talent, et je serais passée à côté d'une vie extraordinaire. Et le fait que tu l'aies auto-publié t'a donné la confiance parce que t'as eu ces 24 000 ventes lecteurs quand même assez rapidement, complètement toute seule, quoi. Exactement. Donc effectivement, à la rigueur, l'avis de personnes expertes du domaine a moins de valeur que la réalité en fait du terrain. Et après, il faut savoir aussi s'écouter. Moi, j'ai entendu des auteurs dire qu'ils avaient tellement honte de leur couverture qu'ils voulaient pas signer leur propre livre en dédicace. Je me suis dit, il faut jamais que ça m'arrive. Alors après, j'avoue que tout le monde n'a pas envie d'avoir une couverture Vichy. Il y a des auteurs qui diraient, mais elle a pas honte de sa couve. Vraiment, c'était parce que ça parlait de mon grand-père et ça me rappelait mes déjeuners avec lui, les serviettes de table. Donc, moi, cette couve, je l'aime. Et j'ai dû me battre 2 fois avec Michel Lafon et avec le livre de poche parce qu'ils ne voulaient pas de cette couverture Vichy. Le titre, ils étaient d'accord, mais la couve, ils en voulaient pas. Et heureusement que j'ai tenu, parce que je pense qu'après coup, que ça a participé au succès. Ça a participé au fait de tiens, c'est étrange, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre et cette couverture bizarre. Si le texte avait été naze, jamais personne n'aurait acheté le livre et recommandé le livre. Mais il se trouve qu'il y a eu un bouche à oreille extraordinaire qui a commencé en auto-édition et qui a continué en poche. Donc parfois, on fait confiance, tu sais, aux éditeurs en disant ils savent mieux. Sincèrement, vu les couves qu'ils m'ont proposées, j'ai aucun doute sur le fait que ma couve était largement meilleure que les leurs. Une petite couverture toute beige avec un vieux monsieur assis comme ça qui attend la mort. Franchement, moi, j'aurais jamais eu envie ou la curiosité d'aller ouvrir le livre. Tu vois, c'est intéressant ce que tu me dis, ça me rappelle beaucoup dans mon histoire des moments comme ça où j'ai eu des experts, des personnes qui me donnaient des avis et en fait que je respecte, c'est des personnes qui connaissent leur métier, mais en fait finalement ils appliquent un peu toujours les mêmes recettes qui fonctionnent bien souvent, mais quand tu es un peu différent ou quand ton cas est différent, que t'es pas encore connu, etc., bien souvent en fait malheureusement c'est pas ce qui fonctionne exactement chez les autres qui fonctionne chez toi, et je trouve que c'est très beau que t'aies eu ce courage en fait de dire non, et c'est pas facile dans ces moments-là de résister face à l'expertise, tu sais, à la figure d'autorité. Est-ce que tu te rappelles, ça a été dur pour toi, ça a été un challenge ou en fait tu le sentais en toi, t'avais cette vision, cette certitude? En fait, je pense que tout mon parcours montre aussi que j'ai plus souvent dit non que dit oui dans ma vie. En fait, moi, j'ai découvert récemment que j'étais transclasse. Donc ça veut dire genre de personnalité qui fait des études quand sa famille, personne n'en a jamais fait. Et c'est des profils vraiment atypiques, un peu qui sortent du lot, qui sortent de la norme, qui n'auraient pas dû exister. Mais parce que chaque fois qu'il y a eu quelque chose, tu sais, qui se présentait à moi, j'ai toujours bifurqué en suivant mon instinct. J'ai jamais été le mouton qui fait comme tout le monde, et au contraire, même à l'école, je n'ai jamais pu faire partie de groupes de filles, de copines, parce que j'ai une singularité qui fait que je m'y retrouve pas, que j'ai besoin de prendre de la distance sur les gens, sur la vie, d'être toujours celle qui est un peu dans le coin, qui observe, qui regarde et qui veut jamais faire comme les autres. Mais c'est pas pour être embêtante, ça fait partie de moi, c'est que je comprends pas qu'on soit toujours tous d'accord et que c'est tellement trop facile de dire et de suivre les chefs. Moi, j'ai plutôt soit l'esprit d'être plutôt moi-même ma propre chef et d'être très libre. Je crois que ce qui me porte dans la vie, c'est une grande liberté. Et c'est vrai que les 2 maisons d'édition, donc la maison d'édition du grand format, donc Michel Lafon, m'a fait une proposition de couverture qui était absolument ignoble, avec une vieille mémé et un fer à repasser à la main. Elle voulait dégommer la tête d'un chat vraiment d'une cruauté qui ne correspondait pas au roman. Il n'y a même pas de mémé en plus dans mon roman, mais je sais que le titre est un peu trompeur. Et ils m'ont dit, mais oui, mais c'est pour être dans la même veine que le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Et je fais, mais moi, je veux être dans la veine de personne. Je suis ma propre veine. Enfin, foutez-moi la paix. Je sais ce qui me correspond et je veux
Enfin voilà, foutez-moi la paix. Et donc finalement, pareil avec le livre de poche, ils me font une couverture toute beige avec un vieux monsieur crayonné en minuscule et sur un banc qui attend je ne sais quoi avec sa canne. Et ils me disent, mais oui, mais c'est pour être dans la même veine qu'un roman qui s'appelle Et puis Paulette. Je fais, mais j'en ai rien à faire. Et heureusement, tu vois, mes études ou mon parcours avaient fait que dans le contrat que j'ai signé, j'avais dit, évidemment, je veux être la décisionnaire sur le titre, sur la couve et sur toutes les décisions. C'est pas eux qui décident. Mais c'est, comment dire, c'est pas évident. Et il y en a, c'est tellement leur rêve dans leur vie que d'être édité. Moi, c'était pas mon rêve. Moi, je voulais écrire. C'est bon. Et après, le reste, c'était du bonus. Mais je me serais pas... Puis il y a des gens qui détestent le conflit, enfin Oui. sans rentrer jusqu'à un conflit, mais tu vois, mais qui ont une telle peur justement d'être en opposition à un autre avis qu'en fait, même s'ils ne le sentent pas, tu vois, ils veulent plus plaire en fait qu'être respectés, quoi, d'une certaine manière. Moi, ça m'intéresse pas du tout de plaire. Enfin, vraiment, j'ai pas besoin de séduire ou autre. Moi, je veux être fière de moi et je veux pouvoir en vouloir à personne si ça marche pas. Je veux être responsable de mes décisions. Et si on me vole cette décision, je sais d'avance qu'on va pas pouvoir être dans la même équipe. Donc c'est vrai que Et ça vient d'où, Aurélie? Parce que si on retrace, en général, tout ça est beaucoup lié à l'enfance. Tu penses que c'est parce que t'as été obligée d'être très autonome pour sortir en fait de ton milieu social? C'est quelque chose comme ça? Moi, je crois vraiment que je suis née avec le bon package au départ. Vraiment, c'est-à-dire que j'avais un cerveau qui était fait pour l'école. J'ai eu une mère qui n'a pas fait d'études, mais qui travaillait qui était ATSEM, donc celle qui aide les maîtresses en maternelle pour amener les enfants à la cantine, etc. Bref. Et elle m'a un peu, comment dire... Mes parents ont divorcé aussi très très tôt, donc elle m'a toujours parlé comme à son alter ego. Et d'un autre côté, quand j'ai commencé à grandir vers 12-13 ans, elle fait « Eh oh, c'est moi la chef !» Donc elle remettait les limites, mais c'était trop tard. Au début, elle me parlait comme à une adulte et j'ai pris ma part de liberté. Et j'ai eu des grands-parents aussi, une grand-mère notamment, qui m'a toujours écoutée. Donc c'est la première elle m'a offert mon premier livre, parce que chez moi, on n'avait pas de livre, qui était L'Histoire sans fin. Et je lui ai écrit une petite carte en disant « Ça y est, mémé, j'ai trouvé, quand je serai grande, je serai écrivain ». Et même ça, je l'ai oublié. C'est elle qui me l'a rappelé il y a 10 ans quand j'ai commencé à écrire. Mais j'avais oublié que c'était un rêve de gamine. Moi, je voulais qu'on m'offre une machine à écrire, mais je savais que ça serait gâcher du papier parce que je suis incapable d'avoir une pensée linéaire. Tu vois, moi, ça part un peu dans tous les sens. Je note à la main, je fais des bulles. Enfin, donc je me suis beaucoup empêchée, mais j'avais ce rêve en tous les cas, d'avoir une vie différente de ma famille ou de tout le monde, de suivre un peu mon envie, mon ambition. Et si on me dit que c'est pas possible, je rentrerai pas par la porte, mais je rentrerai par la fenêtre. Enfin, j'ai vraiment ça dans mon tempérament, mais de naissance. Donc, moi, j'ai eu un prof qui m'a montré en seconde que comme mes parents étaient dans des histogrammes, ils étaient genre ouvriers spécialisés et employés de mairie. Moi, c'était mon destin en fait. Je ne ferai jamais rien d'autre. Et là, je voyais bien que la dernière barre tout à droite, c'était dirigeant d'entreprise. Et je lui ai dit, moi, en fait, moi, je vais être ça. Je vais être le truc le plus haut où on me dit que c'est pas pour moi. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu d'un destin au début artistique, parce que t'avais pas de certitude que ça puisse marcher. D'un seul coup, ton destin est entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais là, d'aller prouver que je pouvais être un jour directrice marketing ou je ne sais quoi et faire partie du comité de direction d'une entreprise, je l'ai fait et je l'ai été. Et une fois que j'ai atteint ce truc-là, je me dis, bon, super, mais est-ce que c'est la vie dont je rêve? Non, parce qu'en fait, tu n'es pas maîtresse de ton temps et tu n'es pas vraiment libre. Et maintenant, je le suis devenue, j'ai démissionné et je ne fais plus que vivre de ma passion. Mais ça a été vraiment... toujours prouver à tous ceux qui me disaient que c'était pas pour moi ou que c'était pas ma place, de dire tu vas voir, regarde-moi bien et je vais le faire. Et jusque vraiment pendant longtemps, ce motto de quand on veut, on peut, je l'avais fait mien en pensant que c'était vrai. Et je me rends compte aujourd'hui, après coup, de tous les barrières et les bâtons dans les roues qu'on met à ces jeunes qui ont envie d'y croire. Et il y a une reproduction sociale qui se fait bien malgré eux. Et puis quand tu deviens maman, tu te rends bien compte que le quand on veut, on peut ne marche pas du tout. Moi, j'avais imaginé avoir 3 filles, j'ai eu 2 garçons. Tu peux pas vraiment choisir si tu vas tomber enceinte ou pas. Enfin, donc là, tu te rends compte à quel point tu es juste humain et il faut être humble. Et t'as beau mettre toute la volonté du monde et une forme de détermination. Tout ne marche pas. Mais par contre, en fait, moi, je vois pas non plus les échecs. C'est-à-dire un truc qui ne marche pas. Par exemple, moi, j'avais rêvé de faire le CELSA, pas du tout une école de commerce. Il y a 600 candidats, 24 places, je l'ai pas eu. C'est pas grave, c'était le rêve de ma vie, mais bifurcation, plan B, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il n'y a pas le seul... Tu t'arrêtes pas sur les échecs. Non, et je les vois même plus. C'est-à-dire que moi, j'ai passé un entretien d'embauche chez Mars, le groupe qui m'a embauchée en Italie. Tout l'entretien était sur racontez-moi vos échecs, et là j'ai bugué. Alors, ça tombe bien parce que j'ai la question à la fin, donc garde quand même 2-3. Je ne les vois pas, et donc elle était là limite très inquiète de ce que c'est quelqu'un qui ne sait pas apprendre de ses erreurs.
En fait, j'apprends tellement sans m'en rendre compte que je bifurque et je retombe sur mes pieds et c'est pas grave. Et j'ai pas beaucoup d'ego. Donc, même s'il faut ramasser ses dents, je les ramasse et je remonte sur la selle tout de suite sur mon cheval et je suis repartie. Donc, voilà. Bon, écoute, j'arrête de faire des longues réponses. Tu passes. Ben non, pas du tout. Au contraire. Tu sais, c'est le but du podcast, hein. Mais j'aimerais revenir sur les dessous de l'édition parce que je trouve ça assez fascinant et je pense que c'est un milieu qui est tellement peu connu des personnes qui ne le vivent pas. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui auraient envie d'écrire un livre, qui en tout cas s'intéressent à ces milieux-là. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand t'es rentré dans ce monde-là en tant que auteur et qu'est-ce que tu as observé, qu'est-ce que tu as vu finalement qui t'a étonné, surpris sur ce monde du livre, de l'écriture professionnelle et d'édition? Ouais, alors ce qui m'a le plus surpris, ça a été en fait c'est tout un monde, un écosystème qui existait avec ses règles, ses valeurs, le bon goût, le mauvais goût, l'entre-soi. Il y a un élitisme germano-pratin et en fait tout ça, moi je ne connaissais rien de tout ça, de ce milieu Paris 6e. Et d'un coup, je me suis pris une énorme claque de mépris social où on m'a bien fait comprendre que il faut avoir la carte. Donc la carte, c'est être né à Paris, connaître du monde, préférer envoyer son manuscrit chez des éditeurs plutôt très confidentiels, surtout bien montrer patte blanche, pas faire le bélier fonceur qui explose toutes les portes. Et donc, moi, j'ai vraiment ressenti que on me jugeait pour comme quelqu'un qui n'a aucune valeur, quelqu'un qui fait quand c'est populaire, ça ne peut pas être littéraire, et donc vraiment comme un package de cette fille-là, elle a rien dans le cerveau. De toute façon, je sais pas, un vrai mépris, comme une grande méconnaissance et puis aucune curiosité de qui j'étais. Et c'est-à-dire que pendant des années, j'ai eu aucun papier sur moi. La seule chose qui est ressortie, c'est quand en 2017, je suis rentrée dans le top 10 des auteurs qui vendaient le plus en France et j'y suis restée 5 ans. Là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle sort d'où, elle? C'est quoi ce phénomène? Et puis ils ont vu qu'il y avait d'autres femmes aussi dedans. On fait, oh là là, il se crée un mouvement, on va appeler ça un truc avec un nom anglais un peu, histoire de dénigrer. On va faire le feel good. Ça peut pas être de la littérature, il faut créer une sous-catégorie pour les mettre dedans. Et de nouveau, encore une fois, personne s'est vraiment intéressé sur quelle est ma personnalité, d'où je viens, mais juste, il y a des recettes, elle crée des best-sellers, comme si je savais faire. Non, en fait, il se trouve juste... Ouais, et puis comme si déjà c'était facile de créer des best-sellers. Je veux dire, c'est quand même un raccourci énorme. Enfin, je veux dire, ils aimeraient bien. Voilà, donc j'ai vraiment d'un coup senti un mépris pour mes livres, pour mes lecteurs, lecteurs et lectrices. Oui, c'est des fans. Non, c'est pas des fans. En fait, vraiment, j'ai une chance folle, mais j'ai un lectorat extrêmement large. J'ai des gens qui lisent plus de 50 livres par an, qui sont très exigeants, et j'en ai d'autres qui n'avaient jamais lu de leur vie, et ça a été le déclic pour se remettre à la lecture. J'ai des enfants de 8 ans qu'on lui met dans les orties, comme j'ai des arrière-grands-parents, et je les vois en salon, ils sont 4 générations devant moi. Donc il n'y a pas de recette, c'est juste, ça a été un raz-de-marée populaire et je pense que c'était le livre dont les gens avaient besoin sans que personne ne l'ait vu venir. Et donc ça... Et toi, le fait d'avoir cette forme de mépris, je suis désolée, je t'ai interrompu, mais je trouve ça quand même... parce que je pense qu'il y a quelques personnes qui peuvent vivre des situations similaires, tu vois, dans le milieu professionnel, etc. Et c'est très dur à vivre en général quand tu le ressens d'une manière aussi claire et nette. Est-ce que ça a été une souffrance pour toi ou est-ce que tu as réussi à bloquer et si oui, comment ? Pour des personnes qui nous écoutent, peut-être qu'auraient envie, tu vois, de se dire, moi aussi, comme Aurélie, j'arrive à pas écouter les autres, quoi. Eh ben, je dois avouer que pendant quelques temps, ça m'a atteint. C'est-à-dire que moi, franchement, j'ai la meilleure partie du gâteau, si tu veux. J'ai été élue écrivaine. Et encore, je le dis maintenant comme ça, mais à l'époque, je l'aurais pas dit écrivaine. Enfin, j'ai été élue ou chouchoutée par les lecteurs dès l'auto-édition. C'est le bouche à oreille qui a fait que je suis devant toi aujourd'hui. Ensuite, les éditeurs sont venus me chercher. Ensuite, ils ont réussi à créer ce succès aussi de fou en librairie. Donc ça, franchement, j'ai des super éditeurs. Hein. Le livre de poche, j'en suis extrêmement fidèle. Donc, ils ont fait un boulot génial. Et eux sont pas prout-prout du tout. Il y a un vrai côté mettre le livre dans les mains de tout le monde. C'est la stratégie de faire le prix le plus bas. Donc ça, vraiment, ça existe aussi. Il n'y a pas que des éditeurs élitistes qui se seraient pincé le nez en lisant mon texte. Donc, il y en a qui tout de suite ont eu un coup de cœur. Donc, c'était le cas du livre de poche. Et j'ai déjà perdu ta question et je m'en excuse. Non, ta question, c'est comment est-ce que tu l'as mal vécu, mais comment tu as fait pour t'en sortir? Et en
fait, tu vas me le croire ou pas, mais donc j'ai ressenti, parce qu'on me méprisait, parce qu'on parlait jamais de moi, jamais du contenu de mes livres, jamais de l'effort que c'était de raconter une histoire, de ma démarche littéraire, parce qu'en fait, à chaque fois, on disait le phénomène Aurélie Valognes, le phénomène auto-édition, etc. Moi, comment je l'ai vécu, ça a été qu'au 9e roman que je m'en suis défaite. Et pourquoi je m'en suis défaite à ce moment-là? Ça a été la première fois, en fait, où j'ai pris le jeu. Les autres romans étaient écrits à la 3e personne, donc c'est pas la recette du tout du succès pour enlever une forme d'imposture, c'est pas ça. Mais en fait, ce roman-là, j'en étais tellement fière. Ça racontait mon parcours de transclasse, ça racontait ce que ma mère avait vécu, ce que moi j'avais vécu. Et en fait, c'était la première fois que, en fait, il est venu clôturer un cycle. Et ces livres-là, en fait, du 1er jusqu'au 9e, ont été lus et étudiés à la Sorbonne. Donc, j'ai eu des profs qui l'ont mis en cours, qui se sont penchés sur mes livres, qui ont lu les 9, qui les ont fait lire à leurs étudiants et qui m'ont demandé ensuite d'intervenir. Donc, j'ai eu un peu peur et je leur ai dit, je vais vous faire un entretien, mais pas forcément devant les étudiants et pas forcément dans le cadre de la Sorbonne. Je me sens pas hyper bien. Et pendant 3 heures, on a échangé, elles ont compris ma démarche et à la fin, elles m'ont dit que c'est beau d'assister à la naissance d'une écrivaine. Parce que pour elles, le dernier montrait qu'en fait, pendant des années, j'avais pas pris le jeu parce que j'avais pas osé. Pour moi, les romans, c'était raconter des histoires, mais surtout pas se raconter soi. Et une fois que j'ai 2 profs, moi, tout mon parcours, je le dois à l'école, d'avoir 2 profs qui me valident, qui disent ça a une valeur, ça vaut le coup d'être étudié à la Sorbonne, et vraiment, on voit une différence même de style, d'authenticité, de plein de choses dans le tout dernier. Je me suis dit, ça y est, maintenant je peux le dire, je suis écrivaine. Et je sentais encore qu'il restait une dernière résistance parce que j'avais jamais été critiquée, si tu veux, par des critiques littéraires qui continuaient de pas me lire au bout de 9 romans. Et en fait, L'Envol était le premier qu'un critique a lu pour Lire Magazine. Il s'appelle Louis-Henri de la Rochefoucauld. Il a fait un très beau papier et à la fin, il dit il y a des qualités, en gros, il voyait des qualités. Très positives. Ouais, positives. Et il a dit, il faudra peut-être maintenant se méfier des livres à couverture rose. Et ça, une fois qu'il a dit ça, j'ai écrit la lignée derrière qui était une jeune écrivaine qui écrit à une écrivaine plus senior. C'est 2 versions de moi-même, une plus... donc moi, il y a 10 ans, et puis moi, dans 40 ans, avec tous les conseils que je peux donner, que je connais déjà au fond de moi, et que j'oublie très régulièrement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un système en fait, qui est fait pour te sentir pas à ta place, notamment le fait que le mot écrivaine n'existe pas. C'est pour ça que quand on dit est-ce que tu es écrivain, non, en fait l'écrivain c'est Victor Hugo et je serai jamais Victor Hugo et évidemment que je vais me sentir être nulle à côté de lui, mais écrivaine, en fait j'ai le droit d'être écrivaine, j'ai le droit de prendre ma place. Je serai pas non plus Annie Ernaux, je serai pas non plus Virginia Woolf, mais je vais juste avoir le droit de porter ma voix et de partager mes textes. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai le succès de mon vivant, et ça, tout le monde l'a pas eu. Donc, je prends les étapes une par une, mais c'est seulement au bout du 10e roman, vraiment, que j'ai fait la paix avec mon syndrome d'impostrice. Et maintenant, on peut essayer de me pousser, me mépriser. J'en ai rien à faire, j'aurai pas la carte, je l'aurai jamais, et je la cherche pas, et j'attends pas de validation. J'existe, point. Et tu es Aurélie Valognes. Et voilà. Écoute, franchement, je te remercie, c'est hyper inspirant. Je pense qu'il y a plein de personnes qui se reconnaissent en fait dans ces mots, parce qu'on a tous notre regard des autres qui nous pèse. Tu sais, quand moi j'ai créé Gémio, c'était la même chose. Je me rappelle, des personnes me disaient mais tu es de petit commerçant. Non, en fait, je vais créer une marque à mon image et puis on s'en fout des qu'en dira-t-on et de ce que les autres pensent. Mais c'est dur en fait, je trouve, de résister. Et pourtant, toi, dans tes livres, j'en ai lu, je t'ai dit, j'en ai lu un en entier et l'autre, je suis encore dessus. Donc, La Fugue, L'Envol et pour tout dire, la lignée, c'est prévu aussi. Mais je voulais te demander, j'ai l'impression qu'il y a quand même une part autobiographique assez forte dans tes livres, même si elle n'est pas toujours explicite. C'est normal en même temps en tant qu'auteur, je peux imaginer. Et donc ma question c'est, quand tu écris un livre, si on essaye de visualiser un peu à quoi ça ressemble, est-ce que tu pourrais me parler de la manière dont ça se passe? Ça vient d'une idée, d'une expérience que tu as vécue, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose de très personnel dedans. Et puis ensuite, comment est-ce que tu déroules ce fil? Tu disais que tu notes un peu plein de choses à droite à gauche. Est-ce que tu pourrais peut-être prendre un exemple pour l'un de ces ouvrages et me dire comment est-ce que tu l'as fait pour qu'on se projette un peu? Et puis aussi en termes de temps, combien de temps ça prend, combien d'heures de travail, qu'on visualise aussi l'effort, si tu veux, derrière tout ce processus d'écriture. Oui, alors en plus, ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que là, tu racontes et tu dis que tu peux ressentir des choses qui seraient
que je piquerais à ma propre personnalité, ce qui est vrai. Les 3 derniers, clairement, me ressemblent beaucoup. Les 8 premiers, par contre, c'était en fait, moi, je pars toujours d'injustices que je peux voir dans mon entourage et qui me mettent en colère et où je me dis, en fait, il faudrait pas grand-chose pour que ça aille très bien. Et donc, je vais le raconter en histoire et utiliser mon crayon comme baguette magique pour montrer au lecteur que si ça existe dans un livre, ça peut exister dans la vraie vie. C'est un peu comme aller sur la Lune, on l'a d'abord fait dans un livre, et puis après on s'est dit, ah bah attends, essayons. Donc je me dis, voilà, c'est un peu un cheval de Troie pour faire passer des idées, qu'on pourrait même dire parfois politiques. Typiquement, le 6e roman que j'ai écrit, qui s'appelle Né sous une bonne étoile, parle d'échecs scolaires, et j'ai été interviewer des profs, j'ai été interviewer des assistantes sociales, des orthophonistes, enfin j'ai fait un vrai travail de fourmi pour pas dire de bêtises, et ce livre-là, il a été lu en IUFM, pour montrer aux profs ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Et il aide plein de gamins qui se demandent pourquoi l'école n'est pas faite pour eux. Donc, je pense vraiment que par des livres, tu peux faire changer les choses. Et quand j'écrivais ces romans à la 3e personne, j'étais très en retrait parce que c'était pas mes injustices. Et donc, j'avais une vision globale du roman que je voulais écrire, de l'histoire qu'il fallait raconter pour faire changer la société. Et donc, c'était très simple pour moi de bosser pendant 3-4 mois sur un plan, sur des scènes, sur des personnages, de lire énormément. J'ai beaucoup de travail préparatoire, j'ai même été faire un test de HPI pour comprendre comment ça se passait. Enfin, vraiment d'essayer de comprendre ces enfants un peu différents. Enfin bref, voilà. Donc ça, il y a beaucoup de préparation, mais je n'ouvre pas encore l'ordinateur. C'est vraiment à la main. Je prends des tonnes de notes. Je note au crayon sur des feuilles volantes. Enfin, je suis pas toujours très organisée, mais au bout d'un moment, je vais m'enfermer pendant 2 semaines. Je louais une chambre d'hôtel et c'était pour écrire mon premier jet. J'aime la contrainte, j'aime ne pas me laisser le choix, j'aime me botter les fesses. Et en fait, je faisais exprès, en fait, au début, c'était vraiment pratique, c'est-à-dire que je choisissais le mois d'août, du 15 août au 30 août, parce qu'en Italie, c'était le seul moment où on me laissait prendre des vacances. Donc, je posais un congé sans solde. Ma mère gardait les enfants. Et donc, pendant 15 jours, j'avais pas le choix. Il fallait que je sorte le roman en entier, que je fasse le premier jet en entier. Et ça, tout ça en parallèle de ta vie de maman et de ton boulot. Exactement. Quand même. Directrice marketing, ça prend un petit peu de temps. Donc bref, donc pas facile du tout. Mais pour être prête, je préparais un plan que j'imprimais sur un document Excel en 3D, en 3D pas du tout, en format A3 pardon. Et donc j'avais un plan hyper détaillé où je disais chapitre 1, typiquement au Petit Bonheur la Chance, Né sous une bonne étoile, on rencontre Gustave, il est en CP, c'est sa rentrée, et la fin du chapitre 1, rebondissement, il se fait punir parce qu'il a le nez en l'air à regarder par la fenêtre et on lui fait recopier 100 fois, il est interdit de rêver. Et ensuite, chapitre 2, la mère est convoquée au portail, il fait son premier mensonge pour pas blesser sa mère. Chapitre 3, etc., 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 jusqu'à ma conclusion où je savais qu'en fait, il fallait que ça se termine, où il devient rêveur professionnel. Et ça, en fait, ce qu'on te reproche, cultive-le. Ça devient ta force et ton unicité. Donc, c'était vraiment ma ligne directrice avec mes 42 ou 80 chapitres, je sais pas combien j'en avais. Et que je m'enferme, j'écris ça, tout sort d'un bloc. C'est, entre guillemets, j'ai plus qu'à appuyer sur play dans mon cerveau. Je ne me pose aucune question de style. Je raconte l'histoire qui doit être racontée. Et une fois que mes 15 jours sont passés, sachant que j'avais vraiment envie d'être là pour la rentrée scolaire de mes enfants, donc j'ai pas le droit de me laisser, de dépasser cette. Mais c'est bien, tu te crées la deadline. Mais oui, je suis obligée de me créer ma deadline. Je suis efficace que sous stress et contrainte, donc ça je le sais. Et donc je rentre chez moi et pendant 4 mois, je retricote tout, je relis, je vérifie si... Parfois, en écrivant, j'ai pleuré à chaudes larmes, je relis, je suis complètement froide. Alors, à quel endroit ça marche pas? Qu'est-ce qui manque? Et donc, il y a un vrai travail de fourmi et aussi de retravail à voix haute parce que je veux que les lecteurs ne butent sur aucun mot. Pour moi, c'est très fluide, mais en fait... Et donc, tu lis à voix haute tes textes? Quand je les retravaille, je les relis à voix haute. Donc ça, c'est hyper important pour moi, que personne ne bug, que quand tu commences une phrase, tu comprends quel est le sujet, et pas, tu sais, genre inversion, verbe, sujet, où tu dois lire 3 lignes avant de comprendre de quoi on parle. Moi, c'est vraiment, c'est un peu... Pour moi, c'est la simplicité, c'est indispensable. C'est d'abord le message. Ce qui fait la fluidité d'ailleurs. Exactement. Des textes. Et oui, derrière, oui, on peut dire aucune ambition littéraire, sauf que quand tu vois le temps que je passe à retravailler mes phrases, à virer tout le gras, je peux te dire que moi, j'ai une ambition littéraire qui n'est pas celle des autres, mais qui est la mienne. Et une grande exigence, chaque mot est traqué, est pesé, choisi. Donc ça, c'était avant, c'était la partie plus facile, où j'avais une histoire en tête, une vraie injustice que je portais et que je voulais partager avec les lecteurs. Depuis que je prends le jeu,
Malheureusement, j'arrive plus à être aussi carrée. Je ne peux plus faire de plan à l'avance parce que je ne sais pas vraiment ce que j'ai envie de dire, comment je veux le dire, et je le redécouvre au fur et à mesure. Donc typiquement, L'Envol, que tu es en train de lire, on suit une histoire qui va raconter l'enfance d'une petite fille qui vit avec sa mère unique, enfin sa mère, et elle est l'enfant unique, et on les suit, et chacune raconte un bout de l'histoire, mais c'est comme si elles n'avaient pas vécu la même chose. On suit par exemple les premiers jours d'école, la mère elle pense que la fille a vécu ça comme ça, et la fille nous raconte comment elle l'a vécu. Donc là j'ai plutôt tiré un fil chronologique où je me suis remise dans ma peau, et c'est vraiment ce livre-là, c'est toute mon enfance, toute ma relation à ma mère. Moi j'avais un petit frère, donc là j'ai évincé de l'histoire, mais voilà. Ce que je peux raconter au niveau du père, c'est pas vrai. Moi j'ai un père qui était là, je voyais un week-end sur 2, mais je réinterprète pour que ce personnage de jeune fille Lily, ça soit moi plus plein d'autres personnes, et que la mère, ça soit ma mère plus toutes les autres mères qui aussi savaient qu'elles pouvaient plus aider leur enfant et comprenaient rien, elles n'ont pas fait d'études, et elles voient leur enfant qui leur échappe et qui peut-être se transforme en quelqu'un de pas bien. Comment je la remets sur le droit chemin? Donc j'avais vraiment envie, voilà, que ces personnages-là ressemblent à des gens qui existent pour de vrai. Et donc là, il faut chercher dans ses souvenirs, là, il faut se mettre à nu. Il faut peut-être passer outre le fait que certaines personnes vont se vexer ou tout prendre au pied de la lettre. Donc moi, maintenant, dans ma famille, je leur dis, limite, me lisez plus, parce que je ferai plus de service après-vente. Je ne suis plus là pour... j'ai pas envie, en fait, mon but ne sera jamais de blesser personne. Jamais, jamais, jamais. Par contre, si chacun a envie de se vexer sur chaque petite phrase, ben non, en fait, laissez-moi faire mon métier. Moi, j'interviens pas dans votre métier, n'intervenez pas dans le mien. Donc ça, c'est aussi très... c'est les personnes qui me plaisent... Ça peut me blesser vraiment beaucoup. Enfin, un débrief de la famille, chaque année, j'oublie qu'ils auront quand même tous lu mon livre, et quand même, ils vont tous me dire que c'est pas si mal, sauf ça qui est pas génial, et puis là, on n'a pas compris, et je fais, oh là là, parce qu'en fait, moi, les critiques, je lis pas ni ce qui est positif, ni ce qui est négatif, je m'en protège, je sais ce que j'ai voulu faire, je suis allée au bout, dans le temps que je m'étais donné, et je peux me regarder dans le miroir, et je rougis pas, et je peux tendre mon livre au lecteur et dire, bonne lecture, je sais que je suis allée au bout, je me suis pas économisée. Et tu vois, typiquement, La Lignée, ça a été mon livre le plus galère à écrire, donc qui est mon parcours d'écrivaine, parce que ce ne sont que des fragments de choses que j'ai pensées, que j'ai vues, que j'ai vécues. Et donc j'ai tout écrit par fragments, donc des petits paragraphes de 5 à 10 lignes, et j'ai écrit, je sais pas, 800 pages de fragments. Donc comme un puzzle où tu as trop de pièces à une image où tu ne sais même pas à quoi ça va ressembler à la fin, et où en plus tu te dis, ah, mais alors ce fragment, je le donne à qui? À l'écrivaine jeune ou à l'écrivaine qui est plus âgée? Et donc tu finis par te dire, bon, allez, donc j'ai tout recodifié en disant, ce fragment, je le donne à la jeune, donc Louise, dans la première partie de sa vie. Et donc après, j'ai retricoté en me disant, il y aura 9 étapes cruciales dans son évolution. Donc on va mettre en partie 3, là en partie 4, là en partie 7. Donc il y a un vrai travail de... Au début, je lâche les chevaux, je sors tout de moi sans rien juger. Donc vraiment cette partie de 2 semaines assez folle, où je peux écrire beaucoup. Et après, quand je rentre, bah là, je me noie mais complètement dans tout ce que j'ai écrit. Il n'y a rien à sauver, j'y arriverai pas. Et pendant 4 mois, je suis dans un tunnel très sombre, où je me dis juste tous les jours, continue, continue, continue. Maintenant que tu as fait tout ça, tu continues. Tu peux pas abandonner. Tu as trop donné, tu peux pas abandonner si près de la ligne d'arrivée. Et en fait, tu te vois piétiner, être à 5% d'un roman qui n'avance pas, où tu as encore tous les jours des nouvelles idées que tu ajoutes, ce qui t'aide pas du tout. Et puis au bout d'un moment, tu es à 20%, puis à 25%. Et du jour au lendemain, tu passes à 85% sans que tu l'aies vu venir. Et là, tu commences à voir clair. Et de nouveau, tu continues. Et c'est vrai que j'ai un petit côté... bon élève qui veut pas partager son travail tant qu'il n'est pas fini. Donc l'éditeur, j'ai tendance à le mettre à la porte et à préférer me battre avec mes démons toute seule que de demander de l'aide. C'est un truc, là pour le coup, il y a peut-être de l'ego très mal placé, mais je veux pas montrer mon travail tant qu'il n'est pas pour moi un peu abouti ou avec au moins une ligne directrice. Et donc c'est assez... ouais, tu te confrontes à ta propre nullité, à ta médiocrité, à tes insuffisances, à tout ce que tu n'arrives pas à faire. Et en même temps, tu sais que tu l'as déjà fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, j'en suis à écrire le 12e, donc je l'ai déjà fait 11 fois. Mais vraiment, je doute d'y arriver à chaque fois. Mais tu sais que... Mais ça reste aussi difficile, malgré tout. C'est en fait, c'est le même Everest à chaque fois. Surtout que tu veux pas écrire 2 fois la même chose. Tu veux pas écrire la même chose ni dans le fond, ni dans la forme. Donc, tu dois te réinventer. Il y a personne pour t'aider. Il y a personne qui peut savoir mieux que toi ce que tu vas faire.
Donc vraiment, l'Everest, tu le reparcours, t'as comme un plan, mais genre sur un post-it. T'as pas les bonnes chaussures, les conditions sont pas réunies, et plus ça va, plus t'as déjà traité de certains sujets, donc tu peux pas non plus te répéter. Donc c'est pour ça que souvent je me dis, est-ce que je l'ai pas déjà dit ça? Donc c'est vrai que c'est aussi, puis quand t'écris, t'as une forme d'auto-hypnose. Enfin, tu laisses sortir des choses de toi quand tu relis, tu dis non, cette phrase-là, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est pas possible, elle est tellement bien que limite tu te dis, est-ce que c'est pas mon cerveau qui, dans une lecture des 42 dernières années, je l'aurais piqué à quelqu'un? Enfin, tu t'en es à douter de toi-même, quoi. Donc malheureusement, je te dirais, oui, les 3 derniers me ressemblent beaucoup. C'est devenu un grand bazar de les écrire parce que je suis à l'aveugle dans une espèce de tunnel très sombre et plein de brouillard, et je tâtonne et j'avance à pas, mais la seule chose à laquelle je me raccroche, c'est que je suis capable, j'ai déjà fait. Est-ce que tu as déjà eu des moments où tu t'es dit à la relecture, non mais en fait ça je peux pas le dire, c'est trop, soit vis-à-vis de ta famille, soit vis-à-vis de la société, enfin tu vois, où tu t'es auto-censuré? Alors ça, j'ai eu l'impression potentiellement qu'on m'auto-censurait. C'est-à-dire que mon mari a été mon premier lecteur depuis le premier, même dans les orties, jusqu'à l'envol, où pour la première fois je prenais le jeu. L'héroïne s'appelle Lily, moi je m'appelle Aurélie, mais mon surnom petite c'était Lily. Elle est née en avril, voire 1er avril, enfin moi je suis née le 1er avril, donc effectivement je suis partie de moi pour raconter un personnage qui n'est pas exactement moi. Et il y a un passage vers la fin où elle est en couple avec quelqu'un qui va vivre en Angleterre, et à un moment donné, elle est enceinte et elle est épuisée, et son mari lui dit qu'en fait, il a invité ce soir plein de collègues et en fait, il va falloir se plier en 4 pour les recevoir. Et mon mari lit cette scène et il dit, mais c'est hyper méchant pour moi. Et là, je dis, mais attends, t'es pas anglais, c'est pas toi. Enfin, il me dit, mais si, tout le monde a pensé que. Et là, je me dis, ok, c'est bien la dernière fois que tu me lises, parce qu'en fait, je l'ai enlevé cette phrase qui n'apportait pas grand-chose à l'histoire. Si vraiment c'était crucial, je l'aurais gardé. Mais je me suis vue faire une concession pour arrondir les angles. Et depuis, il n'a plus le droit de me lire. Donc, il n'a pas lu La Lignée, il n'a pas lu La Fugue, ce qui fait que je peux raconter absolument ce que je veux. Le jour où il le lit, je pense qu'on divorce, parce qu'il va se vexer à chaque bout de phrase. Mais en fait, je pars de mon histoire personnelle pour pouvoir mieux raconter tout le monde. Et si je parle de, je sais pas, de ce que c'est qu'être une mère qui n'arrive pas à tout faire, qui sent pas être la bonne personne au bon endroit, ou d'être une mauvaise épouse, ou au contraire d'avoir des doutes dans son couple, je pense que tout le monde le vit. Et j'ai besoin de raconter ça et que personne, encore moins de ma famille, me censure. Donc, et tu vois, La Lignée, mon éditeur, il a lu plein de passages qu'il n'arrangeait pas sur des choses d'édition. Potentiellement, on m'a suggéré de couper 15 pages par-ci, 15 pages par-là. Je leur ai dit merci beaucoup et j'ai tout gardé. Donc même potentiellement, j'ai gardé du déchet, des phrases qui sont pas parfaites. Mais en fait, je suis extrêmement fière de ces 3 derniers textes qui sont notamment L'Envol et La Lignée, des vrais bouts de moi qui m'accompagneront jusque dans ma tombe. La Fugue, elle me ressemble, mais c'est pas moi à 1000%. C'est plus des amis à moi. Tu vois, Inès, elle a pas... D'accord. Elle est plus, elle se tait, elle tolère, elle prend sur elle. Ça, je sais pas faire moi. Mais je vois des amis qui le font et je me dis mais quand est-ce qu'elles vont se barrer? Il y a des options, c'est possible. Donc c'est aussi pour elles que j'ai écrit ce texte-là. Est-ce que après Mémé dans les orties, t'as eu peur de te relancer dans un nouveau roman? Je te pose la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un succès entrepreneurial, d'écriture, etc. Même des artistes, tu vois. Et c'est vrai que c'est très dur cette pression. En fait, c'est fou, mais c'est la pression du succès. C'est de se dire, t'as eu une réussite. Est-ce que c'était un coup de bol? Est-ce que je suis capable de le refaire? Est-ce que t'as vécu ça? Oui. J'ai vécu ça, et d'un autre côté, j'ai pas attendu vraiment de le vivre pour m'y remettre. C'est-à-dire que moi, je me suis auto-éditée, ça a marché tout de suite, les éditeurs sont venus me chercher, j'ai signé mon contrat en octobre, il sortait en mai, et ben dès le mois d'août, 3 mois après, je ne savais pas encore si c'était vendu ou pas en librairie, le grand format. Je me suis rebloquée 2 semaines et j'ai écrit en voiture 6 mois. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis vue me dire... Ouais, en fait, tu avais dit que tu avais un rêve qui était écrire ton roman et après tu ferais autre chose. Mais c'était pas prévu en fait que ce roman cartonne. Et je ne veux pas être le Born to be Alive, tu sais, celle qui a fait un tube dans sa vie et qui va dire à toutes les soirées pendant 60 ans ou 80 ans, tu sais, mais vous savez, mais moi en fait j'étais quelqu'un, moi j'ai eu un roman, moi j'ai... En fait non, remets-toi au travail tout de suite parce que le temps n'est jamais ton ami, jamais, jamais. Plus tu as du temps, plus tu doutes, plus tu crois que tu vas pas y arriver. Et en fait, le deuxième, c'est le plus dur. Je le dis notamment dans La Lignée, c'est vraiment celui où tu te dis, il y a des choses qui ont marché dans le premier, mais tu ne sais pas quoi.
personne te dit ce qui est bien. Ça se trouve, c'est que le titre et la couve. Donc après, tu finis par dire non, le texte a dû quand même être suffisamment bon. Mais qu'est-ce qu'ils ont aimé? Tu n'en sais rien. Tu n'as que tes doutes. Tu n'as aucune réponse. Et donc là, tu te dis juste, ok, bah fais-toi confiance. Raconte ce qui est au fond de toi. Ça sera pas le même. Et vraiment, heureusement que là, pour le coup, j'avais un éditeur. C'est que j'aurais pu ne jamais lui rendre. Je n'avais pas envie parce que je trouvais qu'on avait l'humour, mais ça manquait pour moi, le deuxième manquait un tout petit peu de la profondeur et de l'émotion que j'avais dans le premier. Le premier avait l'équilibre des deux, mais pas le deuxième. Et en fait, l'éditeur me l'a presque arraché des mains en me disant « Il est génial, on retrouve ta patte, mais il est différent. » Et pour moi, c'est très bien. Et quand tu vois le succès qu'il a eu aussi, il s'est vendu à plus de 800 000 exemplaires, tu te dis « Bon, bah, j'ai bien fait de le rendre. » Parce qu'après, tu n'as plus ce doute-là pour le troisième. Tu dis juste « Maintenant, je continue. Maintenant, je me fais confiance. » Et ma naïveté, ma sensibilité qui avant, parce que mon hypersensibilité, j'ai toujours mis une cloche dessus. J'avais une carapace en entreprise au point où on me disait « Mais toi, tu n'es pas empathique. » Aujourd'hui, au contraire, cette hypersensibilité, cette empathie, c'est ma force. Maintenant, je me fais confiance et si je suis émue et touchée par une injustice, je sais que le commun des mortels va l'être aussi. Mais vraiment, le deuxième, t'as raison, c'est une montagne et il faut tout de suite s'y remettre. Est-ce qu'il y a eu un moment, ou plutôt quand est-ce qu'a été ce moment où tu t'es dit « Ça y est, ma vie a changé ». Je suis passée de l'autre côté de la barrière. Oui, c'est très marrant parce que la question me la pose souvent en me disant mais pourquoi t'as pas arrêté de bosser tout de suite quand t'as vu que ça marchait? Et en fait, moi j'étais programmée déjà pour, dans ma tête je m'étais programmée pour être directrice marketing, voire plus. Ça c'est stable, ça tu peux en vivre. Là tu peux continuer à avoir des projets comme acheter une maison, comme partir en vacances avec tes enfants, aller au restaurant, des choses qui faisaient partie de ma vie que j'avais construite depuis 20 ans. Vivre de son écriture, c'est quand même croire à la bonne chance, à la bonne fortune. Allez, je remets ma tête sur le bio, mais qu'est-ce qui prouve que ça va continuer à marcher? Qu'est-ce qui prouve que les lecteurs vont pas se lasser de moi et que c'était très bien pendant 3 romans, mais bon, c'est bon, ça suffit maintenant. C'est toujours la même chose. Je sais pas. Moi, j'ai vraiment eu peur et donc c'était même pas une option pour moi de vivre de ma plume. Donc j'ai gardé mon métier pendant hyper longtemps, pendant 4 romans, jusqu'à ce que je fasse un burn-out et que vraiment tout le monde me félicitait sur mon régime que je ne faisais pas. Je venais d'avoir un deuxième bébé. C'était quand même très très lourd à porter et je me suis dit tu valides tes couves en 5 minutes entre 2 réunions et tu passes tes journées dans un métier qui ne t'épanouit pas, pour des M&M's que tu donnerais même pas à tes enfants, ça n'a aucun sens. Donc ça a été plus mon corps qui m'a forcé à m'arrêter, à me dire ok, je démissionne, je vais essayer de vivre le truc à 1000%, mais j'étais pas sûre de moi du tout et j'avais encore vraiment une trouille, surtout que quand j'ai écrit Mémé dans les orties, mon père m'avait bien dit garde bien ton métier ma fille. Il était pas tellement confiant sur le fait que ça puisse avoir le moindre succès après l'auto-édition. C'est le saut dans l'inconnu total quand même, total, comme tu dis, il y a pas de rail, non. Après moi là où j'ai besoin d'avoir un contrat, j'ai besoin d'avoir un avaloir, de négocier, de sentir que l'éditeur il va investir sur moi. C'est aussi pour ça que j'ai changé, que je suis partie de Michel Lafon pour aller chez Fayard et maintenant je suis chez Jean-Claude Lattès parce que je sentais qu'en fait ils étaient très contents des ventes en poche mais que eux en grand format feraient rien. Donc j'avais pas du tout de soutien, j'avais pas de plan ni métro ni ce que d'autres pouvaient avoir avec des ventes comparables et je me suis dit ok, en fait ils ont Agnès Martin-Lugan, ils sont contents, mais moi je serais toujours la 1000e roue du carrosse et quelque part j'avais envie d'être entourée de personnes aussi ambitieuses pour moi que je pouvais l'être pour moi. Quand tu vois à quel point tu mets toutes tes tripes dans un livre, tu veux être entourée des meilleures personnes. Et donc, c'est vrai que c'est à ce moment-là, notamment, que j'ai changé et que je suis allée... on est venu me débaucher et l'offre était très belle. Et là, quand tu commences à avoir des offres qui sont pas seulement... moi, j'ai eu la chance, mon premier avaloir était 10 000 €. 10 000, normalement, personne t'offre ça pour un Gallimard, ça doit être 2 000, 3 000 maximum. Donc 10 000, c'est très bien, c'est beaucoup. Mais ça, tu changes pas de métier avec 10 000. Vraiment, je le conseille à personne. Donc si les gens se mettent à écrire en pensant changer de vie, c'est pas le bon conseil. Par contre, quand d'un coup, tu as une maison d'édition, je crois que quand Fayard est venu me chercher, ils ont dû me proposer 45 000 ou quelque chose comme ça. Là, tu commences à réfléchir et tu dis, ok, ça n'a rien à voir avec ce que je gagne en tant que directrice marketing, vraiment. Mais tu vois très bien que tes livres de poche,
commence à se vendre et tu commences à toucher ton pourcentage. Et là, tu vois bien que tu gagnes très bien ta vie. Mais il y a un décalage de quasiment 2-3 ans, donc tu t'en rends pas compte. Et puis moi, je pouvais pas avoir la certitude qu'il fallait lâcher mon travail parce que j'étais en Italie et que j'ai jamais vu mon succès. J'ai jamais vu mes livres dans les librairies. J'ai jamais vu ma tête nulle part. J'ai jamais vu les articles. Donc, à part être chez toi avec tes doutes et ton prochain roman à écrire, j'ai jamais pu prendre le melon, ce n'est pas possible. J'ai été juste toujours la même femme qui continue son petit bonhomme de chemin avec ses projets. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. T'as parfaitement répondu, il n'y a pas de bonne réponse en tout cas. Est-ce que du coup aujourd'hui tu te considères libre? Parce que tu me disais quand on a commencé la discussion que t'es une femme qui aime la liberté et c'est peut-être ça d'ailleurs qui te brimait un peu quand t'étais directrice marketing, même si justement ça t'a permis de sortir de ton milieu social. Mais je suis toujours intéressée par cette question parce que paradoxalement parfois le succès ne donne pas plus de liberté, c'est aussi plus de responsabilité et donc je serais curieuse de savoir si aujourd'hui il y a un prix à payer quand même à ce succès, peut-être sur la liberté ou sur d'autres choses. C'est une très bonne question. Moi, aujourd'hui, je me sens tout à fait libre, vraiment 100% libre, parce que la liberté, c'est choisir ses contraintes. Et ma contrainte, j'en ai une, je me la mets, c'est de faire un roman, d'écrire un roman par an. C'est-à-dire, moi, ma contrainte, c'est... Ce qui est énorme. Ouais, c'est mars, là, ma contrainte là, la seule que j'ai, qui me rend de loin pas libre, mais qui m'offre ma liberté, c'est mars 2026. Il faut que je donne rendez-vous aux lecteurs et aux lectrices en mars 2026. Donc pour ça... C'est toujours en mars que tu sors des livres? Ouais. Donc je suis déjà à la bourre, je devrais être déjà très angoissée, je n'ai toujours pas mon idée, j'ai plein de petites idées, mais c'est pas la bonne idée. J'ai des milliards de livres autour de moi, stabilotés, des essais, de la philosophie, de la poésie, parce que ça me nourrit, mais j'ai pas mon sujet. Et donc, pour rester libre, pour pouvoir continuer à avoir aussi cette chance folle de me lever le matin, de choisir ce que je vais faire de mon temps, de qui je vais rencontrer, de si je veux aller promener ma chienne à 8h ou à 11h. Pour ça, ma liberté, je m'engage à écrire un roman par an parce que c'est vraiment le bon process. Et en plus, c'est pas du tout genre je me force, c'est que je déborde d'idées, je déborde d'envies, de projets. Sauf que je me connais, je me lasse très vite. Je suis un peu impatiente. Donc si au bout de 4 mois, je n'ai pas rendu ma copie, j'ai une nouvelle idée qui arrive, qui est bien meilleure que la première, et j'ai envie de plonger dedans. Donc, d'avoir ce rythme-là qui me contraint à me dire, non, Aurélie, au bout de 4 mois, t'en as marre, c'est là où tu tends à une éditrice, c'est là où elle te lâche plus, et elle te dit, maintenant, ce texte, on va le finir. Donc, chaque année, j'ai un process qui est vraiment hyper huilé depuis 11 ans. Huilé, ça fait vraiment genre machine à best-seller, etc. C'est pas ça, mais j'ai mes repères. Je vais écrire Oui, t'as tes rituels, voilà, en fait. En août, je m'enferme, je ne sais pas ce qui va sortir. En septembre, je pleure parce que tout ce que je relis, il n'y a rien à sauver, que je trouve ça nul. Et j'ai honte de moi et je me dis, mais comment tu peux écrire aussi mal? Et je doute et je vais sur mon tapis de yoga tous les lundis à me dire, je vais jamais y arriver. Et septembre, octobre, novembre, je suis dans un gouffre, mais horrible. Et à partir de novembre, je commence à avoir une discussion avec mon éditrice qui relit, qui me dit ça c'est bien. Et en décembre, jusqu'au 24 décembre, on est encore dessus. Et en janvier, il part en BAT et c'est fini. Donc j'ai trouvé le rythme qui me convient et ça m'offre vraiment c'est dans ce cadre-là très contraignant pour plein de gens. Enfin, les questions que j'ai le plus auprès des journalistes, c'est pourquoi un roman par an? Pourquoi vous vous imposez ça? En fait, donne-moi 2 ans, je t'en écris 3 et il n'y en a aucun de fini. Je me connais en fait. J'ai le cerveau qui part dans tous les sens, j'ai des envies qui changent tout le temps, donc je suis obligée d'être cadrée. Et puis j'ai 2 enfants qui, eux, grandissent dans un milieu plutôt privilégié, ce qui n'était pas mon cas. Je veux leur montrer que rien ne tombe du ciel et que leur mère, il la voit tout le temps au travail. Un peu angoissée, un peu... Il n'y a rien qui... Enfin, je veux le mériter aussi et je veux leur donner cette valeur de travail. Donc, je ne peux pas juste aller au cinéma et kiffer ma vie. Non, c'est pas ça. Un sujet qui te tient à cœur, je crois, c'est la démocratisation de la lecture. Tu parlais de tes enfants et notamment auprès des jeunes. On avait discuté avant de commencer, mais je le savais en fait que tu es dans cette association Silence on lit qui promeut justement la lecture. Et c'est un sujet moi aussi qui me tient à cœur. Tu sais que j'ai un book club dans le cadre de ce podcast parce que il y a une réalité aujourd'hui, c'est que la lecture, on le voit bien dans les statistiques, est en train de s'affaisser considérablement et notamment au profit de tout ce qui est écran, mobile et compagnie. Et ce qui est terrible, parce qu'en fait c'est quand même pas le même cerveau.
aujourd'hui, c'est quoi tes peurs et d'ailleurs, je reformule, désolé ma question, mais on voit bien d'ailleurs dans tes livres que tu mets très souvent en scène des personnes en train de lire, de la lecture, que tu valorises le monde de la littérature. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que ce sujet te tient à cœur? Ça, c'est une évidence, mais qu'est-ce que tu aurais à dire peut-être à des personnes qui nous écoutent, qui, à mon avis, ont peur aussi de ne jamais avoir ce temps pour lire? Qu'est-ce que la lecture peut leur apporter? Peut-être quels conseils tu peux donner et comment est-ce que tu agis pour aider sur ce thème? Alors c'est une vaste question. Effectivement, moi, la lecture, c'est ma première passion. Je suis d'abord lectrice avant d'être écrivaine. S'il fallait me forcer à faire un choix, j'abandonnerais l'écriture, vraiment. Je serais frustrée parce que j'ai une créativité qui voudrait sortir. Mais la lecture, c'est ma nourriture, c'est mon ouverture sur le monde, c'est une fenêtre. Moi, je serais pas celle en face de toi aujourd'hui sans la lecture. C'est ce qui m'a donné la curiosité d'aller voir le monde, de sortir de ma ville d'origine qui était Massy, de faire des études. Donc tout ça, c'est vraiment... Je vois la chance que c'est dans une vie d'avoir accès aux livres et certaines personnes n'ont pas ça. Soit parce que dans leur milieu d'origine, personne ne lisait, personne ne les emmenait à la bibliothèque, même à l'école, c'était pas si valorisé que ça. Et tu vois une différence au niveau des enfants et des personnalités entre ceux qui lisent et ceux qui ne le lisent pas. En fait, ceux qui lisent ont un regard plus empathique sur le monde, ont un regard plus critique, ils ne prennent pas tout au pied de la lettre, ils sont dans les nuances, on n'est pas pour ou contre, ils se font un avis, ils peuvent dire non, ils peuvent vérifier leurs sources. Donc vraiment, moi, je vois que la lecture nous rend vraiment plus intelligents, mais même émotionnellement. Donc quand tu vois des Trump, tu te dis, mais eux, ils lisent pas. Enfin, vraiment, tu arrives à te dire que... ou alors ils lisent pas les bons livres, mais c'est là où en fait je serais en train de dire qu'il y a des bons et des mauvais livres. Mais en tous les cas, pour moi, si on veut une génération qui se bouge, qui protège la planète, qui devient féministe, où on se dit en fait on a tous les mêmes droits, hommes et femmes, c'est pas en regardant la télé, c'est pas en regardant les écrans, c'est pas en scrollant pendant des heures. En fait, je pense que certaines personnes ne se souviennent pas qu'elles vont mourir. En fait, tous, là, on a une espèce de date butoir qui est au-dessus de notre tête et on ne la connaît pas. Donc, il faut vivre chaque journée comme étant la dernière et en essayant de faire le moins de mal possible sur cette planète. Et je pense que ça passe par des personnalités plus sensibles à ce qui les entoure et avec une capacité à se mettre à la place de l'autre. L'altérité, ça s'enseigne dans les livres. Ça s'enseigne à l'école aussi, mais dans les livres. Et donc, c'est vraiment ça que je défends. Et donc, je soutiens l'association Silence on lit. Dès que j'ai l'occasion, j'en parle. Eux mettent en place dans les écoles le quart d'heure de lecture volontaire et vraiment un quart d'heure de lecture plaisir où chaque enfant, chaque personne de la cantine, le directeur, les professeurs, tout le monde s'arrête, l'école s'arrête et pendant un quart d'heure, on s'assoit par terre, on prend un livre et chacun lit ce qu'il veut. Il n'y a pas de jugement. Moi, le nombre de personnes que je vois en dédicace, peut-être parfois un peu de la vieille école, qui disent « mais je suis désespérée, mes enfants ne lisent pas, ils sont toujours la tête dans les mangas ». Et là, je fais « stop !» Lire un manga aujourd'hui, mais c'est une énorme victoire. C'est un temps qu'ils ne donnent pas à des écrans et aux jeux vidéo. Donc, encouragez-les. Ça, c'est déjà le début, c'est déjà de la lecture. Donc, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger ce que nos enfants lisent. Moi, j'ai 2 enfants. Le premier n'aime pas lire et ça me désole comme pas possible en disant « qu'est-ce que j'ai raté ?» Et d'un autre côté, là, pour l'école, il est obligé de lire Le Hobbit. Et en fait, il le lit, il le dévore. Et je me dis, alléluia, génial. Merci ces profs qui ont compris qu'il fallait aussi leur faire lire autre chose. Juste avant, il a lu Tristan et Isolde, donc super. Il y a une partie... Il a accroché en plus. Je suis sûre que ça... En fait, ouais, je n'avais pas trop aimé. Et il a trouvé que la fin était pas mal. Donc en plus, je me dis, ouais, il a vraiment lu jusqu'au bout. Et donc oui, en fait, je trouve ça bien de dédramatiser, de sanctuariser des moments pour soi. Et c'est sûr que si nous, en tant que parents, on pose le portable régulièrement dans la journée, on prend un livre, on est aussi des modèles pour les gens qui nous entourent. Donc moi, c'est vrai que là, par exemple, ça fait... je sais pas, 3-4 ans que je ne regarde plus la télé du tout, le soir notamment. C'est fini, je la laisse à mon mari qui aime bien regarder des matchs de foot et autres. Et moi, je monte me coucher avec les enfants à l'heure des poules, vers 21h. Et je prends soit un livre, soit un podcast. Et je mesure bien le fait que c'est
garder un peu le contrôle aussi de ce qu'on essaye de me pousser comme publicité, ce qu'on essaye de me faire rentrer dans le crâne comme idée que tout le monde aurait, d'être un petit mouton parmi les autres. C'est une forme de résistance, mais je veux rester actrice de ma vie, je veux pouvoir choisir ce qui est important pour moi et qu'on me dise pas ce que je dois faire. Donc pouvoir éteindre les écrans, se mettre des limites de temps sur les réseaux sociaux, vraiment ne pas se souvenir que chaque journée qui passe c'est peut-être la dernière. Donc est-ce qu'on veut juste scroller ou est-ce qu'on veut juste faire du bien autour de soi? Voilà. Je pense qu'il y a un vrai sujet aussi, moi, qui me tient à cœur autour de la concentration. Petite, j'étais aussi une très grande lectrice et je continue à lire quand même beaucoup. Et c'est vrai que je vois bien dans mon entourage que des personnes qui ne lisent pas autant que nous, par exemple, en fait, peuvent avoir beaucoup de mal à rester concentrées sur une tâche longtemps. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais en fait, je pense que la lecture, c'est vraiment une aide pour réussir à faire ça, parce que quand tu lis un bon bouquin et que tu restes 1 heure dessus, bah en fait, t'es monotache, quoi. Oui. Et on réapprend à devenir monotache avec de la lecture. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on perd beaucoup avec tous ces écrans où on est en permanence un peu sollicité, mais en réalité qui est extrêmement important, parce que quand tu veux être vraiment productif, à un moment donné, il faut quand même être à fond concentré sur une tâche. Donc, mais c'est vrai que t'as raison. Je pense qu'il y a que sur la partie concentration, tout est fait aujourd'hui pour te déconcentrer. C'est-à-dire que moi, mon téléphone, c'est le premier où je coupe les notifications. Quand je le mets devant moi, il est sur silencieux, sans vibreur, la face retournée pour pas que je vois si quelqu'un m'écrit. Enfin, j'ai aucune notification, donc je loupe beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, on peut pas m'attraper. Je suis à ma tâche, je suis avec la personne avec qui je suis à ce moment-là. Mais tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Au contraire, cette fear of missing out, vraiment le FOMO là, où en fait, mais non, t'es en train de louper à penser que tu loupes quelque chose. Juste vis ton moment, profite. Ne soyons pas, arrêtons de regarder ce que font les autres, arrêtons de nous comparer. C'est comme un couloir de nage, chacun le sien, on avance et on fait ce qu'on a à faire. Mais je pense que cette liberté, effectivement, elle peut faire peur à plein de personnes. Il y en a qui préfèrent qu'on leur dise quoi faire plutôt que d'être moteur de leur vie. Quand tu as trop de choix, c'est effrayant aussi. Donc oui, c'est vrai que la concentration, je pense que ça s'apprend. Couper les notifications, se coucher tôt, parce qu'après, ça va avec les insomnies. Enfin, vraiment, c'est un espèce de cercle vicieux, dormir avec son portable. Enfin, bref. Bien sûr. Donc oui, je te rejoins complètement. Tu lis souvent avant de t'endormir, donc, et j'imagine que du coup, tu dors assez bien. Oui, alors en fait, c'est ça aussi. À une époque, je regardais le soir une série avec mon mari. On s'engueulait pendant 45 minutes pour choisir ce qu'on allait regarder. Quand enfin, on trouve... Bah oui, et puis on n'était jamais d'accord. Lui voulait regarder un truc sur le conflit, je ne sais où, et moi, je voulais un truc qui me... je sais pas, sur la société, qui me donne un peu d'espoir. Donc, on n'était pas sur les mêmes délires. Quand enfin on trouvait un truc qui nous plaisait, souvent le premier épisode, je me disais déjà, bon, je vois très bien où ça va. Et puis, au bout de 5 épisodes, je m'embêtais et pour arriver exactement à ce que j'avais prévu, donc ça m'agaçait. Donc, j'ai fini par délaisser la télé, délaisser les séries, délaisser tout. Et je me couche. Et par contre, j'ai du mal à remplacer par un livre. C'est-à-dire que les livres, le soir, je m'endors rapidement et c'est pas ce que je veux faire. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir lire en journée. Mais avant, quand je regardais des séries le soir, je me réveillais à 2h du mat pour lire. Je sentais que mon temps pour moi, je l'avais pas eu. Et qu'il fallait vraiment ce temps de solitaire. Et parce que j'avais du temps avec mes enfants, j'avais du temps avec mon mari. Mais après, quand tu te couches, je fais, attends, à quel moment j'ai eu mon temps à moi? Et donc, je me réveillais la nuit exprès pour avoir ce temps-là. Et le fait de me coucher très tôt à 21h, je me mets au lit, soit avec un bouquin. Et donc, j'ai le temps, j'ai choisi ce que j'en faisais. Mais en fait, je me rends compte maintenant que ce qui m'intéresse et ce qui me nourrit le plus, c'est d'écouter des podcasts. Donc moi-même, je vois à quel endroit je suis une lectrice. Vraiment, là, il y a 30 000 livres, donc je lis en journée. Mais le soir, c'est plus un temps que je donne vraiment à la lecture. C'est un temps que je donne aux pensées, aux réflexions, au profil notamment d'invités que tu peux recevoir et que je trouve passionnantes. Et c'est toujours des personnes qui sortent des sentiers battus, qui vont voir ailleurs, qui se remettent en cause, qui ont une soif de liberté et de création. Et moi, ça me passionne et ça me nourrit pour aller déplacer des montagnes aussi. Donc j'ai besoin de cette force-là, parce que sinon, je suis extrêmement seule. Personne n'est comme moi dans ma famille, dans mon entourage. Et grâce finalement aux réseaux sociaux, on a cette connexion qui est quand même possible et une forme de sororité qui nous fait nous mettre en mouvement tout ensemble. Mais c'est ça qui est pas évident, je trouve, c'est cet équilibre, parce qu'en fait, les réseaux sociaux, les podcasts, etc. apportent énormément. Moi aussi, j'ai eu des périodes difficiles dans ma vie, et finalement, ce podcast, je l'ai créé parce que j'avais besoin d'en sortir. Et les réseaux sociaux, dans des moments de doute et tout, en fait, m'aident beaucoup parce qu'il y a énormément de soutien. De ma communauté, et je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui me suivent, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'en fait,
la limite est ténue parce que tu peux rapidement être happé et ne faire plus que ça. Donc en fait, c'est cette espèce d'équilibre qui est pas facile à trouver. Et je pense que comme souvent dans la vie, c'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire c'est pas horrible les réseaux sociaux et les podcasts et compagnie, mais il faut trouver ce truc. Et donc c'est intéressant que tu me dises que t'écoutes le soir parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui écoutent des podcasts, et moi y compris, écoutent souvent des podcasts en faisant autre chose, c'est-à-dire en faisant de la course à pied, en conduisant, en étant dans les transports, en voyageant, etc. Mais bien souvent en fait ne consacrent pas un temps plein à l'écoute de podcasts. Et donc toi, si je comprends bien, en fait, t'es littéralement dans ton lit, oui. T'écoutes des podcasts, oui. C'est ça? Oui, c'est vraiment ça. Et le deuxième moment où j'écoute des podcasts, c'est quand je cuisine. Comme une histoire, un peu contrat-contraire. Et donc quand je cuisine, je peux te dire, je suis mais à 1000% concentrée. C'est-à-dire que pas sur la cuisine, mais sur ce que raconte l'invité. Donc j'ai vraiment besoin d'être... parce que je m'arrête, je peux faire une espèce de capture d'écran de ce que la personne vient de dire, prendre des notes. Enfin, tout me nourrit et me rassure en me disant... Ok, tu n'es pas la seule. Moi aussi, je ressens ça. Du coup, c'est de la matière. En fait, je bosse. Hein, c'est de la matière pour mon futur roman. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'être nourrie et rassurée sur ce monde. Et ça passe par écouter des voix. Ça aussi, la voix, pour moi, elle dit tout de l'âme de la personne. Hein. Soit j'ai envie d'aller avec elle, soit direct, je me dis, ça va pas être pour moi. C'est de l'inspiration. Et donc voilà. Donc oui, effectivement, moi, je ne fais que ça. J'écoute de manière hyper concentrée. À la limite, j'en écoute un aussi quand je fais mon petit vélo d'appartement parce que j'essaye de faire en sorte de m'entretenir un tout petit peu. J'écoute un qui s'appelle Les Secrets du mental. Je sais pas si tu connais et qui en gros raconte des femmes qui font des ultra trails. Et moi, je fais 20 minutes de vélo et j'écoute des femmes qui vont qui déplacent le curseur encore plus loin que moi, mais ça m'encourage et j'aime bien l'idée de repousser les limites. Je connais pas, non, je le note. Alors justement Aurélie, on arrive au bout de cet épisode qui était passionnant et je te remercie. Franchement, c'était hyper sincère, je sens. Donc merci pour ça. Je termine toujours par des questions signatures, tu sais, que j'appelle mon crible, où je pose des questions un petit peu personnelles. La première, c'est est-ce que tu as vécu un grand échec? Donc celle-ci, tu vas me dire que tu ne te rappelles de rien, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais je serais quand même curieuse de savoir si à un moment tu as vécu un grand échec, un moment de doute, un moment particulièrement difficile, pour comprendre ce que t'en as appris. Alors, je dirais que l'échec que je retiens, moi, c'est quand j'ai voulu passer le CELSA, qui est une école après le bac, ou 2 ans après le bac, et c'était vraiment, moi, la seule chose que j'avais repérée depuis la seconde. Je vais faire le CELSA, c'est l'école qui va réunir tous les métiers possibles pour moi, autour de l'écriture, et donc, voilà, j'ai passé le concours, on était 600, il y avait 24 places, et je ne l'ai pas eu. Et là, d'un coup, pas de plan B, enfin, vraiment, je ne savais pas quoi faire, et j'aurais pu, tu sais, j'en sais rien, me sentir vraiment perdue au fond du gouffre. Rapidement, ma technique, ça a été de regarder les autres options et de me dire, tant pis, je vais aller faire une autre école, et puis je retomberai bien sur mes pattes, et je vais trouver une école de commerce pour faire le métier le plus créatif, qui sera le marketing. Mais au final, il a fallu que j'accepte que ce que j'avais prévu, ça n'allait pas se réaliser, et que j'avais pas été assez bien préparée, et en même temps, je me suis préparée du mieux que je pouvais, mais je n'étais pas entourée des bonnes personnes pour me donner les codes, et c'est peut-être pas la bonne prépa que j'ai faite non plus, et c'est pas grave en fait. Donc c'est pas un échec après coup, franchement, maintenant je le vis plutôt très bien, mais je pense que vraiment si on me récupère à 18 ans et des poussières, tout s'effondrait parce que j'avais pas d'autre option, je voyais pas ce que j'allais faire d'autre. Donc c'est peut-être ça l'échec marquant. Si tu avais quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Ça c'est hyper dur. Qu'est-ce que je referais différemment? Malheureusement, je te répondrai rien parce que là où je suis aujourd'hui, même si j'ai tendance à croire que tous les chemins mènent à Rome, si je referais différemment, je serais encore finalement certainement arrivée à la même destination. Peut-être que ça m'aurait pris plus de temps. Peut-être que au contraire, j'aurais trouvé un raccourci, mais ça m'intéresse pas. J'aime bien aussi le fait que ça soit pas facile. Tu vois, je pourrais dire, si j'avais dû tout recommencer en termes d'écriture, j'aurais commencé peut-être pas par des comédies, j'aurais commencé directement par des romans plus qui parlent de moi, qui me positionnent dans un monde littéraire pour en faire partie. Mais en fait, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui sans la validation aussi des lecteurs et des lectrices. Donc ce parcours dit la femme que j'étais, très naïve, qui n'avait potentiellement jamais lu les grands livres et les classiques, qui n'était jamais rentrée en librairie, et qui quand même s'est dit qu'elle avait le droit d'écrire. Donc finalement, je referais tout pareil. Qu'est-ce que tu trouves beau? Ça peut être soit au sens vraiment littéral, esthétique, ou au sens bien sûr métaphorique, d'un comportement, d'une attitude.
Alors, c'est vrai que moi, le beau, c'est le mot qui... j'ai besoin de beau dans ma vie, j'ai besoin d'harmonie. C'est pas pour rien que j'habite en Bretagne aujourd'hui, au bord de la mer, avec les arbres qui sont verts à côté. Donc moi, en premier, ce qui me vient, c'est la nature. C'est vraiment la beauté de la nature, la mer turquoise avec les marées, les arbres qui changent de couleur avec leurs feuilles. Voilà. Donc la nature, c'est ma première source d'inspiration et en termes de beauté. Et je dirais que la deuxième, ça reste encore du matériel presque, mais c'est les œuvres d'art. Là, typiquement, dans mon bureau, je m'entoure de beaux objets. Donc, j'ai ma petite lampe pipistrelle que je trouve... J'ai mis des années avant de m'autoriser à me l'offrir. Là, j'ai une broderie faite par une artiste qui s'appelle Cécile Davidovici, qui est toute petite, mais elle est magnifique. C'est des portraits de femmes qui me regardent et qui m'encouragent. À côté de ça, j'ai un petit tableau que je trouve absolument sublime. J'ai la tasse que j'ai choisie et ramenée du Japon. Donc, j'aime les choses qui ont une âme. J'aime les choses uniques, pas faites en série, et qui soutiennent mon énergie et qui me redressent pour être la femme que j'ai envie d'être. J'aime beaucoup cette idée d'être redressée pour être la femme ou l'homme d'ailleurs qu'on a envie d'être. Et c'est vrai que ça me parle particulièrement parce que, comme tu sais, j'ai ma marque de joaillerie et pour moi le bijou c'est exactement ça, c'est un symbole en fait qui nous rappelle, surtout quand on le porte comme une bague en permanence, parce qu'on le voit en fait la signification derrière. Et donc j'adore cette idée d'objets qui sont pas juste des objets quoi, qui ont vraiment un sens derrière. Alors à l'inverse, qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce que tu trouves laid? Qu'est-ce que tu n'aimes pas observer sur Terre, dans notre société? Alors, plein de choses. plein de choses. Non. Déverse-toi. Ouais, je ne sais pas où commencer. Les gens dans le jugement. En fait, les gens qui mettent les gens dans les cases, qui ne font rien, mais qui critiquent. Toi, les gens qui vraiment... sont de mauvaise foi. Vraiment, c'est des personnalités qui sont pas dans l'empathie, qui sont pas dans le ressenti, mais qui sont là avec leur grande vérité, immuables. Jusqu'à la fin de leur vie, ils changeront pas d'avis. Et qui se remettent pas en cause. Ça me rend dingue. Ouais, moi j'ai vraiment besoin qu'on soit tous vulnérables, qu'on soit tous fragiles, qu'on ait tous des faiblesses, qu'on le reconnaisse, qu'on soit vraiment imparfait. Et c'est pas grave, mais au contraire que notre démarche à chacun soit de grandir, d'apprendre, de se remettre en question. Et aujourd'hui, malheureusement, on est entouré de beaucoup de personnes qui sont intéressées que par le pouvoir, que par leur ego, que par l'argent, que par la possession, pour aller plus vite, plus vite, plus vite. Et moi, j'ai besoin d'un monde dans lequel on réfléchit et on ralentit. Donc c'est vrai que maintenant, je m'entoure que de personnes qui pensent comme moi et je dégage, mais vraiment, toutes les personnes un peu toxiques qui me font me sentir mal. Maintenant, j'ai découvert un petit bouton magique sur mon téléphone qui s'appelle bloquer et je n'ai plus aucun scrupule. Je ne m'entoure que de bonnes énergies. Écoute, t'as bien raison. C'est quelque chose, je pense qu'on fait pas assez. Et bien souvent, en fait, on se force. Aussi, ce qui est dur, c'est quand c'est des personnes qui sont des personnes de notre entourage. Enfin, je rentre un peu dans des sujets sensibles, mais il est tout à fait possible d'avoir dans son entourage proche, même familial, des personnes un peu toxiques qui sont toxiques pour nous, pas forcément dans l'absolu, quoi. Et c'est vrai que c'est dur dans ce cas de se dire, je bloque, mais en fait, ça fait tellement un bien fou, quoi. Enfin, je sais que ça change un peu la vie. Une maxime ou une citation qui te parle, que peut-être tu t'es à un moment donné beaucoup répété, qui t'a soutenu, est-ce que tu pourrais la partager avec nous, si t'en as une? Alors, j'en ai deux. La première, quand j'étais jeune, c'était vraiment quand on veut, on peut. Ça m'a quand même beaucoup mise en action, en mouvement, à toujours me dire que rien n'était écrit, que c'était à moi d'écrire mon chemin, à moi de me mettre en branle, que rien ne me serait jamais donné sur un plateau, qu'il fallait que j'aille tout chercher. Tu vois, encore un exemple, notre entretien, je t'ai écrit. En fait, les belles choses qui m'arrivent dans la vie, je vais les chercher. Je vais les chercher, mais aussi avec une forme d'humilité sincèrement, je suis pas sûre que mon parcours puisse intéresser ou autre, mais je tente ma chance. Et ça rejoint ma deuxième devise que j'ai volée à Jean-Claude Duss. Mais dans la vie, en gros, fonce, oublie que t'as aucune chance sur un malentendu, ça peut marcher. Mais ça résume ma vie. Ça résume l'écriture. Moi, quand j'ai écrit, c'était pour moi. Et d'un coup, ça marche. Mais c'était pas prévu que ça marche. Donc, c'est vraiment mes deux, se mettre en mouvement, se mettre en action, poser son ego. Au pire, ça marche pas, c'est pas grave, mais t'auras appris. Donc, il n'y a pas d'échec, on apprend. Exactement, et je pense que t'as raison de pas y mettre d'ego, parce que tu vois, j'aurais pu ne pas voir ton message, j'en ai reçois quand même beaucoup.
j'aurais pu ne pas répondre, j'aurais pu ne pas te connaître, enfin tu vois. Et du coup en fait c'est pas forcément que les gens sont mal intentionnés, etc. C'est juste que parfois c'est juste pas le bon moment. Et donc faut oser aussi relancer, tu vois, enfin se dire, s'accrocher à quelque chose. Enfin là on parle de ce podcast, mais pour beaucoup de choses dans la vie, en fait au final c'est pour ça que j'aime bien aussi le fait que tu rebondis tes échecs et qu'en fait finalement tu les laisses un peu passer. C'est que finalement c'est pas parce que ça a pas marché une fois que ça peut pas marcher. En fait c'est parfois aussi juste une question de timing, quoi. Oui, puis la vie est faite de rendez-vous. En fait, c'était peut-être, soit c'est maintenant, mais si c'est pas maintenant, en fait, c'est pour une bonne raison. Donc, ça sera plus tard. Et c'est pas grave. Et encore une fois, même le plus tard, on aurait eu d'autres choses à se dire qui auraient été tout autant passionnantes. Complètement. Donc, moi, je suis pas à m'accrocher et je regarde jamais en arrière. Moi, j'ai aucun regret. Au contraire, je me dis non, tout est encore à écrire. Y a-t-il un sujet sur lequel tu as changé d'avis ? Oui, un sujet sur lequel j'ai changé d'avis, c'est notamment lié au fait, parfois je me suis posé la question de si j'avais une deuxième vie, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce que j'aimerais tester de différent. Et dans cette vie-ci, il se trouve que j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai eu l'impression d'avoir un peu été poussée aussi dans cette voie un peu de conformisme, de me marier. Juste parce que ça se fait dans la société. Parce que ça se fait, parce que dès mes 21 ans, ma mère me disait t'es en retard. Moi, j'étais déjà mère à ton âge. Et puis se marier, on nous le vend comme être choisi, la robe blanche, l'église, le mari qui est celui qui va te compléter. Sans lui, tu n'existes pas, tu n'as pas de valeur propre. Donc vraiment, cette vie familiale, j'ai eu l'impression que c'était pas une vie faite pour moi. Moi, les grands récits qui m'intéressaient, ou même les tout petits, Jo des 4 filles Dr March, elle décide qu'elle se mariera pas, qu'elle sera journaliste, qu'elle parcourra le monde. Et c'était cette vie-là, en fait, qui me faisait rêver petite. Et puis d'un autre côté, quand tu tombes sur un prof qui t'explique effectivement que comme tes parents sont ouvriers spécialisés et ta mère est employée de mairie, tu n'iras pas plus loin. Et la suite de sa réponse, c'était « Et mademoiselle, arrêtez de rêver, les bergères n'épousent jamais les princes charmants ». Et qu'on me dise ça, je me dis ah bah tu vas voir. Donc ça, voilà, j'ai été comme quoi j'ai dois avoir de l'ego quelque part, mais j'ai été piquée et je me suis dit en fait moi aussi j'aurais le droit de prouver que ça peut être possible. Et donc, j'ai une vie assez classique avec 2 garçons, un mari. Pour être même hyper chiante, j'ai une golden retriever. Enfin, tu vois, le côté très madame. La vie parfaite. La vie parfaite, j'habitais à côté de la mer, bref. Mais je m'étais toujours dit, si j'avais une deuxième vie, j'aimerais vivre cette vie sans enfant. J'aimerais vivre cette vie sans mari. Je me vois à Paris, dans les chambres de bonne, à ne faire qu'écrire, un peu... l'artiste torturé qui ne côtoie que des artistes, qui a cette vie un peu de bohème. Et je sais pas, c'était un peu un espèce de fantasme qui était aussi né quand t'es jeune maman et que tu es tout le temps empêchée. T'es empêchée d'écrire. T'as qu'une envie, c'est de voler ce temps-là pour toi et pour ton livre que tu veux écrire et t'as pas le droit. T'es censée être une bonne mère, t'es censée être... Oui, la bonne épouse qui est toujours disponible, oui, son corps est presque un fauteuil, on peut s'installer sur elle, enfin bref. Donc dans ça, c'était vraiment une espèce de, je vais pas dire un regret, mais une grande curiosité de à quoi aurait pu ressembler ma vie si j'avais décidé de pas me marier, pas faire d'enfant. Parce que j'ai pas l'impression que ma propre valeur dépend de ça. Je crois que je peux être assez autonome émotionnellement pour me dire, je pourrais être assez forte et vivre cette vie-là. Et il se trouve que là, en décembre, donc tu vois, c'est extrêmement récent, j'ai lu un livre qui s'appelle L'Art de la joie de Goliarda Sapienza, où tu suis pendant 800 pages une Italienne, une femme qui s'émancipe de tout et qui finit par avoir une ribambelle d'enfants qui sont pas à elle. À chaque fois, elle les adopte un peu. Et on la retrouve à un moment donné dans une grande maison et elle a une fille d'adoption et 2 garçons qui sont pas à elle et un 3e. Et en fait, elle se retrouve être une matriarche et elle les aime tous avec leurs défauts, avec leurs imperfections et il la respecte pour la femme libre qu'elle est. Et je me suis dit, je crois que j'aurais aussi aimé être une mère d'autres enfants, d'une grande tribu. Et donc, je crois que maintenant, ma curiosité irait là. Le fait de me dire, en fait, potentiellement, ça serait pas une vie un peu torturée d'artiste. Là, j'ai vu récemment un documentaire sur Apollonia Sokol qui s'appelle Apollonia. Apollonia, c'est une peintre. Et vraiment, ça fait mal au cœur de voir à quel point elle a un talent monstre et pourtant c'est dur de vivre de sa passion et c'est peut-être pas cette vie-là que j'aurais souhaité revivre
en espérant toujours avoir une deuxième vie, mais plutôt de me dire qu'est-ce que je pourrais transmettre à d'autres enfants. Et un de mes deuils, mais ça on peut rien faire, hein, c'est de pas avoir eu de fille. Et donc qu'est-ce que j'aurais pu transmettre à une fille ou à des filles. Et ça je ne le saurais jamais. Donc je dois faire le deuil de cette mère-là. Écoute, il est pas trop tard, hein. Tu sais, j'ai déjeuné il y a pas longtemps avec Delphine Plisson, qui a une petite fille à 47 ans. Ouais, alors après effectivement on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais dans cette condition aujourd'hui avec ce mari-là et c'est pas prévu et ça devrait pas arriver. Donc, mais c'est vrai, voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles potentiellement j'ai changé d'avis. La maternité. Écoute, dernière question pour toi, et je pense qu'elle va bien te parler, puisque c'est une question, comme tu sais, sur la littérature et sur les livres. C'est pas forcément d'ailleurs de la littérature, ça peut être des BD, ça peut être ce que tu veux. Mais est-ce qu'il y a un ou des livres, j'imagine qu'il y en a des milliers, mais il va falloir choisir, Aurélie, quelques livres qui t'ont vraiment marqué à un moment dans ta vie, qui ont peut-être été des soutiens, qui t'ont fait changer d'avis. Une fois de plus, j'imagine qu'il y en a plein, mais si t'en as quelques-uns dont tu pourrais nous parler et qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, ça m'intéresse vivement. Alors, effectivement, là, je pourrais en citer un milliard, mais celui que je vais choisir maintenant, vu ce qu'on vient de se dire à l'instant, je pense à La femme gelée d'Annie Ernaux, parce que quand je l'ai lu, je venais juste, donc j'étais maman, je venais à peine d'écrire mon premier roman, j'avais repris un travail, je venais de suivre mon mari à l'étranger, donc je me retrouvais en tant que femme d'expat, à qui tout le monde dit mais tu n'as pas besoin de retravailler, sois juste mère au foyer, c'est très bien aussi, gagne suffisamment d'argent pour vous deux. Et en fait, quand on lit La femme gelée d'Annie Ernaux, il y a des passages où elle raconte exactement ma vie. Elle raconte que c'est en fait une jeune femme qui est issue d'un milieu populaire, qui fait des études. En faisant des études, elle rencontre son mari. Ils font des enfants. Et à ce moment-là, son projet de devenir prof agrégé, à travailler sur la littérature, les grands textes, elle doit tout mettre de côté pour ne faire que s'occuper de son bébé, être mère au foyer. Son mari rentre du travail, il met les pieds sous la table et il râle parce que le dîner n'est pas prêt. Et elle dit, mais à quel moment j'ai su cuisiner, enfin, je sais pas plus cuisiner que lui, pourquoi ça tombe sur moi et pas sur lui? Et elle pose des questions très naïves, mais qui ont vraiment résonné pour moi, de à quel point c'est ancré dans la société que c'est à nous de le faire. Et en étant jeune maman expatriée, j'ai senti aussi quand mon mari rentrait du travail, qu'il balayait du regard la maison. Et si elle était en bordel, c'était ma responsabilité. Si le frigo était vide, c'était un manquement de ma part. Si le bain n'était pas donné, il me regardait genre mais c'est moi qui vais le donner, mais j'ai passé ma journée au travail. Et là je me suis dit mais cette vie-là, mais jamais de la vie je veux la vivre. Je sais d'avance que je vais devenir dépressive, malheureuse et que je vais pas tenir plus d'un an et que vraiment, je pense pas être suicidaire, mais je savais que ça serait la vie qui me rendrait malheureuse. Et donc de lire ces mots-là, de lire aussi, à un moment donné, on la voit aller au ski, elle dit mais qu'est-ce que je fous là? Ils savent tout skier, ils prennent du plaisir, et moi je déteste ça. Et moi aussi, tu vois, j'ai grandi à Massy, on n'allait jamais au ski, mon mari il y allait chaque année, ils ont un chalet, et il a fallu que je m'y mette, il a fallu que je me force, et aujourd'hui je vais à la montagne, mais je vais pas au ski. Tu me verras pas sur une piste parce que c'est pas là où je suis heureuse. Moi, je suis heureuse dans le chalet, à regarder la montagne que je trouve sublime, à écouter Gilles Deleuze et son abécédaire, à faire un puzzle Miyazaki, à boire des litres de thé. Et quand ils rentrent à 15h de leur journée, je suis là à dire mince, ma journée est finie, mais chacun leur bonheur. Et donc, elle aussi, elle se demandait ce qu'elle foutait là, à la montagne. Donc, bref, ce livre-là a résonné à 1 milliard d'endroits sur l'injustice que c'est d'être une femme. Et quand moi, j'ai mis au monde mes 2 garçons, en tout cas, ma première réaction, je me suis dit, bon bah il aura une vie plus facile que nous. Et c'est la seule consolation que j'avais trouvée à l'époque parce que j'avais envie de transmettre un feu intérieur et je savais que c'était plutôt à une fille que je devais la transmettre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis non bah je transmets à mes fils tout ce que je peux transmettre, mais il y aura quand même des choses que je pourrais pas le faire. Donc La femme gelée d'Annie Ernaux vraiment m'a ouvert. J'ai trouvé une grande sœur qui avait tout vécu avant moi, qui s'était battue sur des choses. Elle avait ouvert des portes, elle est tombée enceinte, elle n'a pas eu le droit d'avorter. Enfin tellement d'injustices liées au corps, le corps qui nous appartient plus. Et aujourd'hui moi je veux pas en tant que mère être assignée à résidence. J'ai le droit de partir sans demander l'autorisation. On n'est pas forcément collés l'un à l'autre avec mon mari. Il faut réinventer un nouveau modèle et ça passe par une société qui entend ça et qui est plus féministe.
Et à l'inverse, il y a aussi des femmes, et je pense que c'est bien de le rappeler, qui aiment s'occuper de leur famille, etc. Oui. Moi, je vois, j'ai dans mon entourage, tu vois, familial, des mamans, mais vraiment, tu sens qu'elles sont nées pour ça. Et je pense qu'au contraire, il faut pas non plus qu'il y ait un jugement de la société, tu vois, sur ces femmes-là, parce que comme tu l'as bien dit, c'est un sacré boulot, énorme même. Et quand t'as 3 enfants à gérer, que en plus il faut gérer la maison, etc. Mais comme tu le dis très bien depuis le début de cet épisode, et c'est peut-être ce que je retiendrai de notre conversation, c'est qu'en fait, à qui le droit de juger, chacun doit s'écouter, et toi et moi, effectivement, je pense qu'on est plutôt alignés sur le fait d'avoir une certaine ambition professionnelle, et en fait, on s'épanouit là-dedans, mais en fait, on n'est pas forcément obligé. Il y a des personnes pour qui l'ambition, en fait, c'est d'avoir la plus belle famille possible, et de s'occuper de leurs enfants, de leur mari, et en fait, d'être la maîtresse de maison, quoi. Donc c'est pas évident, tous ces sujets. Oui. Mais je pense que la clé, tu l'as dit, c'est ce non-jugement qui est pas facile, parce que la société nous force, enfin nous induit quand même, je trouve, pas mal à juger. Tout à fait, mais c'est vrai que, voilà, moi j'ai vu récemment, il y avait un livre qui s'appelait Mère au foyer, ma façon d'être la plus féministe au monde, et il existe, et j'adore, et c'est parfait. Après, il faut se connaître. Moi, je sais que j'ai pas de patience, et que j'avais envie d'avoir un impact sur plus grand que moi, plus grand que ma famille, mais on a besoin, et puis franchement, quand je vois le rôle que ma mère a eu dans ma propre émancipation, merci d'avoir pris ce temps pour élever ses enfants, donc... Voilà, je crois que je m'arrête là aussi. Aurélie, je te remercie 1000 fois pour tout ton temps. Écoute, c'était extrêmement précieux. Donc, personnellement, j'ai beaucoup apprécié les livres que j'ai lus. Enfin, je te l'ai dit, en fait, je suis en train de lire L'Envol, et la prochaine... sur ma liste, je sais pas, je vais voir, mais je pense que je vais me laisser tenter. Je trouve que t'as une écriture qui est, comme on le disait, extrêmement fluide. Je suis pas critique littéraire, donc je vais pas me permettre de juger, mais en tout cas on est pris. Et en fait, ce qui est super chouette en plus, c'est que on se reconnaît tous un peu, je pense, dans tes livres. Et en fait, il y a une, alors surtout les femmes peut-être, mais même les hommes à mon avis. Je trouve que c'est un parcours psychologique, personnel très sincère qu'on suit. Et donc en fait, ça fait beaucoup de bien. C'est très facile à lire, même si les livres sont quand même assez volumineux en réalité, mais franchement, moi je crois que je l'ai lu franchement en 1 ou 2 jours, donc ça se lit vraiment hyper rapidement, parce qu'en plus t'as un sacré art quand même, effectivement, de donner envie de lire la suite, donc en fait on s'arrête jamais, et du coup c'est super chouette, parce que je trouve qu'en fait c'est ça aussi la fonction pour moi première de la littérature, c'est que ça nous emmène en voyage quelque part, et en fait on oublie le temps qui passe, on oublie qui on est, en fait on rentre vraiment, on plonge à bras le corps en fait dans la vie de ces personnages, donc pour ça un grand bravo. T'en as pas besoin parce que t'as déjà des millions de lecteurs qui te le disent, mais ça fait toujours plaisir. Ça me touche toujours aussi quand c'est en face des lectrices qui me ressemblent, c'est-à-dire des lectrices qui ont le cœur qui vit des grandes émotions, qui sont ambitieuses, et potentiellement au tout début, j'avais tout le monde en face de moi en dédicace, mais je retrouvais pas forcément des sœurs ou des jeunes femmes que je trouvais brillantes, talentueuses, parce que peut-être elles se déplaçaient pas non plus en salon. Et maintenant, je rencontre de plus en plus, et ça me touche de me dire, en fait, j'écris aussi pour des jeunes femmes qui pourraient être mes sœurs à moi, me ressembler, voire être des amies. Donc non, merci Pauline infiniment. Aurélie, ma dernière questions, c'est si jamais on veut te suivre, peut-être savoir quels sont tes prochains déplacements, enfin au-delà de découvrir tes livres, je crois que ça se fait pas mal sur Instagram, si je me trompe pas. Oui, Instagram. C'est toi qui gères toi-même tes réseaux en plus. Ça se voit, hein. Je fais des manipulations. Non, mais c'est ça qui est bien. Ah oui, non, c'est moi, et d'ailleurs, je sais qu'il y a des personnes dont j'arrive à lire les messages dans ma messagerie, d'autres, je ne les vois pas, je ne sais pas pour quelle raison. Donc oui, pour suivre mon actualité, c'est plutôt Instagram. J'ai une adresse email que je donne moins parce que je suis un peu envahie et que j'arrive pas à répondre à tout le monde, donc je préfère ne pas être fautive. Mais oui, Instagram, c'est par là que je vais annoncer mes prochains déplacements, notamment à Bordeaux. Voilà, j'ai pas encore fini pour cette année. Génial. Et Aurélie, un grand merci pour tout ton temps. Je te souhaite évidemment encore beaucoup de succès et de réinvention, puisque j'ai l'impression que tu te réinventes systématiquement pour chacun des ouvrages. Et donc j'ai déjà hâte de lire la suite. Merci Pauline, à très vite. Merci beaucoup.